Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de revoir des tables rondes organisées par la Commission des lois sur la question du divorce sans juge et sur la suppression de la collégialité de l'instruction et les mesures relatives à la justice des mineurs. Alors ces dispositions, elles ont été ajoutées par le gouvernement dans le projet de loi justice pour le 21e siècle lors du passage du texte à l'Assemblée. Problème, il n'y aura pas de deuxième lecture du projet de loi au Sénat et donc pas d'examen de ces mesures. Philippe Bas, le président de la Commission des lois du Sénat, qui avait formellement demandé au gouvernement cette deuxième lecture, a donc organisé ces tables rondes pour néanmoins pouvoir débattre de ces questions importantes. C'est ce que je vous propose de suivre tout de suite. Comme vous le savez, le projet de loi relatif dans l'intitulé que le gouvernement lui a donné à la justice du 21e siècle, j'aurais préféré comme dénomination justice du 3e millénaire pour mieux marquer la portée impérissable de cette réforme, a fait l'objet à l'Assemblée nationale de modifications très profondes, puisqu'il est sorti de l'Assemblée nationale avec 2 fois plus d'articles qu'il n'était sorti du Sénat. Il est de pratique courante que chaque assemblée amende le texte dont elle est saisie, mais il est assez rare, à vrai dire, qu'il y ait 2 textes dans un, comme c'est le cas avec ce texte. Compte tenu du fait que la procédure accélérée a été mise en œuvre par le gouvernement, celui-ci, qui aurait pu faire autrement, a décidé que serait réunie une commission mixte paritaire, et c'est pour préparer cette commission mixte paritaire qui ne sera pas précédée d'une lecture par l'Assemblée nationale, y compris du 2e texte qui est intégré au 1er, que nous avons souhaité procéder cet après-midi à un certain nombre d'auditions à l'initiative de notre rapporteur, M. Yves Détraigne, qui procède d'ailleurs à d'autres auditions. Celles-ci de cet après-midi vont porter sur les 3 sujets qui nous paraissent les plus complexes dans ce texte modifié par l'Assemblée nationale. Nous allons commencer avec vous, mesdames et messieurs, sur la question du divorce. Nous aurons ensuite, à partir de 16h, ce qui nous laisse une petite heure et demie, des auditions sur la suppression de la collégialité de l'instruction et sur les dispositions relatives à la justice des mineurs. Et enfin, à 17h30, nous aurons des auditions sur le changement d'état civil des personnes transsexuelles. Donc c'est un après-midi extrêmement chargé. Nous avons souhaité que vous puissiez vous exprimer du point de vue qui est le vôtre en étant assez nombreux autour de la table. Je suis obligé, c'est un rôle ingrat qui m'incombe, de vous demander dans votre présentation de bien vouloir être aussi concis que possible. Ne m'en veuillez pas si je suis obligé parfois de vous interrompre pour presser le pas, mais 1h30 c'est assez peu, et je souhaite que notre rapporteur et les collègues présents pour cette audition publique puissent aussi avoir le temps de vous demander des précisions ou de vous poser des questions. Voilà, et si cette règle du jeu est acceptée, je pense que si la mise de jeu que vous serez amené à faire ne dépassait pas 5 à 8 minutes, ce serait bien. On peut dire beaucoup de choses en 5 à 8 minutes. C'est un exercice auquel nous nous soumettons dans nos débats parlementaires, puisque maintenant, nous avons par intervention dans l'hémicycle 2 minutes et demie. Et donc, nous nous entraînons devant notre glace. Voilà. Alors, je vous cède la parole, peut-être après avoir consulté notre rapporteur qui souhaite peut-être dire un mot. Non, mais je ne veux pas contredire mon président, et 2, il connaît très bien ce texte, et nous étions effectivement ensemble aux visites qui ont été évoquées. Le mieux, c'est que l'on vous entende. Donc, ce qui vous a été proposé, c'est d'examiner les 3 thèmes qui nous préoccupe après la lecture à l'Assemblée nationale, ou qui nous préoccupe le plus, on va dire. Et donc, on commence sur le premier tempo de cet après-midi par le divorce conventionnel par consentement mutuel. C'est là-dessus qu'on aimerait entendre vos
réactions et vos propositions, le cas échéant. Alors, je ne sais pas dans quel ordre. Alors, je ne vais pas procéder par un ordre prédéterminé, sauf peut-être celui de votre installation autour de cette table. Et donc, je donne la parole à l'Union syndicale des magistrats. Ah oui, tout simplement. J'avais pas vu le bouton. Pour l'USM, on n'est pas du tout opposé au principe d'allègement de la charge qui est actuellement trop lourde pour les tribunaux, ça c'est très clair, en déjudiciarisant un certain nombre de contentieux dans lesquels la plus-value apportée par le juge peut apparaître plus faible. Ce qui impose de faire un certain effort d'imagination parfois, mais faute de budget, on en est parfois réduit à ça. Sur le divorce sans juge par consentement mutuel, le projet a prévu de faire intervenir 2 avocats, puis un notaire, et il a prévu que cette procédure n'était pas possible si un mineur demandait son audition par le juge ou si un des conjoints était placé sous protection. Donc on peut voir qu'un certain nombre de garanties ont été prévues. Les garanties, c'est notamment l'intervention de 2 avocats qui sont quand même des professionnels du droit, tout à fait à même de conseiller leurs clients, et d'ailleurs c'est leur rôle, même leur devoir, sur tous les aspects juridiques tant financiers de la séparation des époux, et ils engagent leur responsabilité en tant que professionnels dans cette obligation de conseil. Reste effectivement le problème du coût, puisqu'on multiplie nécessairement par 2 ou presque 2 le coût du divorce, puisque devant le juge nous pouvions avoir un seul avocat. La garantie, c'est également que le consentement sera également donné par écrit, puisque la convention doit régler l'ensemble des conséquences, mais elle doit également acter que les 2 époux sont tout à fait d'accord pour divorcer et pour l'ensemble de ces conséquences. Il y a également un délai de réflexion de 15 jours avant la signature, qui nous paraît une garantie absolument indispensable et adaptée pour permettre à l'époux qui aurait un doute peut-être sur ce qu'il va signer de se renseigner par ailleurs. La passerelle également qui est possible vers le judiciaire en cours de négociation nous paraît absolument fondamentale, puisque dans l'hypothèse justement où un époux aurait l'impression que cette procédure ne lui est pas favorable ou que peut-être il se met en difficulté, il pourra faire appel, passer devant le juge et à ce moment-là avoir peut-être un autre regard sur la convention qu'il s'apprête à signer. L'intervention du notaire pose un peu question. On se demande quel est son rôle exact. Est-ce qu'il va recevoir les parties? Est-ce qu'il va vérifier quoi que ce soit dans la convention? A priori, non, ce n'est pas prévu. Donc finalement, son rôle est très léger. Ça nous paraît un allègement relativement faible de la charge de travail des magistrats, plus important certainement pour les greffes. Il faut bien voir que de toute façon, il est très difficile de déjudiciariser totalement des contentieux qui prennent énormément de temps, puisque là, par définition, ce sont des contentieux dans lesquels les magistrats sont beaucoup plus impliqués, et c'est bien pour ça que ça leur prend du temps. Et donc leur rôle plus important, donc on ne peut pas déjudiciariser ces contentieux-là. La difficulté majeure, la première qui nous vient à l'esprit en tout cas, c'est celle de la protection des intérêts de l'enfant. Puisque si les personnes vulnérables placées sous protection, pour elles, il est bien prévu que la procédure n'est pas possible. Par contre, en présence de mineurs, elle est tout à fait possible. Or, on ne voit pas bien comment les parents, en cours de divorce, même s'ils s'entendent bien, pourraient correctement, et en tout cas à chaque fois correctement, défendre l'intérêt de leur enfant. En effet, ils sont effectivement détenteurs de l'autorité parentale, ils sont censés être les premiers protecteurs de leur enfant, mais quand les parents se déchirent, il est clair que dans un divorce, chacun protège ses propres intérêts et a tendance très facilement à prendre les intérêts de l'enfant pour ses propres intérêts. Et l'enfant n'est dès lors pas réellement protégé. Tous les juges des affaires familiales ont déjà fait modifier des conventions dans lesquelles les parents s'étaient mis d'accord sur des modalités, on va dire, absurdes, voire nuisibles pour leur enfant. Par exemple, une résidence alternée 1 an sur 2 ou dans 2 lieux extrêmement éloignés avec des écoles différentes. Par exemple, l'école de l'enfant devait changer chaque année ou alors 1 semaine sur 2, il avait 1 heure de trajet à faire matin et soir pour aller à l'école. Ce n'est pas forcément des choses qui sont réalistes. Et ça, le juge met clairement le doigt dessus à chaque fois qu'il voit une convention de ce type-là. Ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté des parents, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire, mais ils sont aveuglés par leurs propres difficultés personnelles qui sont liées au changement d'organisation, au changement de vie.
Donc la possibilité qui est laissée au mineur de demander son audition nous paraît tout à fait illusoire. D'une part, parce que s'il est trop petit, qu'il n'est pas doué de discernement, il ne pourra pas le faire. C'est donc les enfants les plus jeunes qui sont les moins bien protégés. Et celui qui va recevoir de son parent, de ses parents, le conseil, ou enfin l'idée en tout cas, l'information selon laquelle il peut effectivement demander à être entendu, mais que dans ce cas, il faudra passer devant le juge, alors que là, papa et maman sont en train de s'accorder avec 2 avocats et qu'il n'est pas prévu un passage devant le juge. On ne voit pas très bien l'enfant demander son audition par le juge, alors que la conséquence serait de modifier la procédure choisie par ses parents. Et puis, il faut effectivement que l'information soit donnée. Et ça, il n'y a aucun moyen d'être certain que chaque enfant aura bien une information sur son droit à être entendu. Donc on peut légitimement s'interroger sur la pertinence de cette procédure en présence d'enfants mineurs. Pour l'Union syndicale des magistrats, il faut tout simplement l'exclure. L'exception qui a été prévue pour les personnes vulnérables qui ne peuvent pas bénéficier de cette procédure, entre guillemets, bénéficier de cette procédure par 2 avocats, doit être étendue en présence d'enfants mineurs. Ça nous paraît tout à fait opportun. Il y a également un risque d'augmentation du contentieux après divorce. Il faut bien avoir conscience que les parties auront beau avoir été conseillées par un avocat chacune. Ce n'est pas la même chose qu'un passage formel devant le juge qui va pouvoir éventuellement poser des questions sur la convention qui a été prévue, pointer du doigt des difficultés et vérifier que les parties ont bien envisagé toutes les conséquences de ce qu'elles ont écrit. Il va également pouvoir ordonner un renvoi pour les y faire réfléchir éventuellement. Donc, éventuellement, la convention va pouvoir être modifiée, ce qui ne sera pas le cas dans la nouvelle procédure. Donc il y a ce risque d'augmentation du contentieux. Néanmoins, comme je le disais, il faut parfois faire preuve d'un peu d'imagination quand on veut décharger les juridictions. Et l'USM n'est donc pas par principe opposé à la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel, à condition que cela reste une option, qu'il y ait la possibilité de repasser devant le juge si une des parties a le moindre doute, afin de permettre ce regard externe à la procédure. Je pense avoir tenu les délais, Monsieur le Président. Si vous avez Je des questions, vous remercie. Ah oui, nous allons vous poser plein de questions. Vous allez voir tout à l'heure. Maintenant, je vous remercie de cet exposé très complet qui balaye bien le champ du sujet, même si ce sujet peut paraître restreint. Il est d'une très grande importance pour des dizaines de milliers de nos concitoyens. Je vous donne la parole maintenant, mesdames, pour le syndicat de la magistrature. Merci. Sur ce fameux article 17 ter qui est proposé, le syndicat de la magistrature ne revient pas donc sur les contours de ce projet qui ont été parfaitement exposés par Céline Parizeau. Pour le syndicat de la magistrature, tout de même, la déjudiciarisation d'une partie des divorces par consentement mutuel est un objectif qui est souhaitable, pourquoi pas, mais elle ne peut pas être pensée dans l'objectif unique de gérer la pénurie, mais véritablement en gardant à l'esprit qu'il faut répondre aux besoins des justiciables et permettre à l'institution judiciaire d'assumer ses missions. Et c'est pour ça que si le syndicat de la magistrature est favorable à une déjudiciarisation, ça n'est qu'à certaines conditions qui tiennent aussi bien aux acteurs impliqués, à la procédure à mettre en œuvre et aux cas qui peuvent être concernés. Et sur ce point, dans le projet, à la fois la brièveté du délai de réflexion qui est prévu, l'intervention d'un notaire dans des conditions qui ne permettent pas un examen complet de la convention, et en particulier s'agissant du sort des enfants mineurs, ne sont pas des conditions qui sont de nature à offrir une garantie suffisante, à notre sens, pour préserver les intérêts de chacun et les intérêts de l'enfant en particulier. Et là-dessus, on est en accord avec ce que vient d'indiquer l'Union syndicale des magistrats, c'est-à-dire qu'effectivement, les parents peuvent fort bien s'accorder entre eux sur une solution qui n'est pas nécessairement conforme à l'intérêt de leur enfant, et voir un juge pour rétablir l'équilibre est quelque chose qui peut arriver, soit du fait que les avocats eux-mêmes, dans la perspective de la rencontre du juge, vont avoir davantage de vigilance à maintenir une convention qui soit correspondante à ce que va ensuite leur imposer le juge, soit que le juge rétablisse cet équilibre lui-même. Et puis effectivement, comme l'indiquait Céline Parizeau, le dispositif
permettant l'arrivée à l'audition de l'enfant est finalement peu garantiste, au sens où effectivement ce sont les parents eux-mêmes qui sont censés indiquer à l'enfant qu'il est détenteur de ce droit-là. Ce droit-là, en fait, on ne peut pas le vérifier concrètement. Il n'y a pas de moyen concret de vérifier si les parents ont bel et bien communiqué à leur enfant qu'il disposait du droit d'être entendu, faire reposer sur l'enfant la responsabilité, s'il demande à être entendu, de rejudiciariser le divorce, d'entrer dans une procédure de divorce qui est différente que celle que ses parents ont choisie initialement, et une responsabilité très lourde à faire peser sur un mineur. Puis évidemment, comme le disait de la même façon l'USM, les enfants les plus jeunes ne pourront pas être entendus et donc ils seront les moins protégés dans ce sens-là. Donc on souhaite également que les couples mariés avec enfants ne puissent pas bénéficier de cette procédure-là. Alors on a pensé à une proposition alternative. Voilà. Pour ces couples mariés sans enfants, et qui impliquerait l'intervention de l'officier d'état civil. Je décline la procédure à laquelle on a pensé. Alors, les époux qui souhaitent divorcer par consentement mutuel, ils sont reçus chacun par leur avocat. Donc, on garde les 2 avocats. Les avocats restent chargés à leur égard, et c'est très important, de ce devoir d'information qui est le leur de façon générale, aussi bien sur l'intégralité de la procédure que sur les conséquences du divorce telles qu'incluses dans la Convention, et puis chargés évidemment de la rédaction de la Convention. La rédaction de la Convention reste de la même façon le fruit de l'accord entre les conjoints, assistés de leurs avocats respectifs. Cette Convention est déposée en mairie et les époux ne peuvent pas être convoqués devant l'officier d'état civil moins d'1 mois après le dépôt de la Convention signée par les 2 époux et les 2 avocats. Donc 1 mois de délai de réflexion qui paraît être une durée plus répondante à la réalité d'un besoin de réflexion que les 15 jours prévus dans le projet initial. Les époux sont donc reçus par l'officier d'état civil qui s'assure de l'existence d'une convention, simplement le fait qu'elle existe, pas l'examen du contenu. Il donne lecture des articles correspondants du Code civil à venir, sur les effets du divorce, sur la possibilité d'un recours au juge par la suite, et il recueille les consentements des époux au divorce. Il est ensuite chargé de la transcription du divorce en marge des actes de naissance. Et les anciens époux exécutent volontairement la convention à laquelle ils se sont obligés en la signant ensemble. Dans le cas d'un défaut d'exécution volontaire de la convention, celui des époux qui souhaitent obtenir l'exécution forcée de la convention saisit le JAF en homologation, lequel donne alors force exécutoire à la convention. À partir du moment où la convention est une convention, il n'y a pas forcément besoin qu'elle ait force exécutoire immédiatement, puisqu'a priori les époux étant d'accord, étant dans le cadre d'un consentement mutuel, ils vont évidemment s'obliger à exécuter cette convention, et ce recours subsidiaire au JAF en homologation va pouvoir donner force exécutoire. Alors, ce qu'on a considéré au niveau des avantages en fait de cette procédure déjudiciarisée, c'est que ça permet d'organiser une procédure qui est simple et qui est accessible d'un démariage en fait, au même endroit où on s'est marié, on a un démariage avec une publicité qui n'est pas celle qu'on a dans un office notarial. C'est un officier public qui recueille les consentements, et c'est une de ses missions traditionnelles, et il peut s'assurer des consentements au moment où il marie les gens, il peut s'assurer des consentements au moment où il les divorce, c'est une de ses missions classiques. Ça permet toujours aux époux de disposer d'une convention qui est sous seing privé, qui correspond à la réalité de l'intention des parties de consentir mutuellement aux conséquences du divorce, et de s'obliger à les exécuter volontairement. Étant entendu, je le rappelle, que toute convention qui est signée entre des époux et réglant les effets du divorce est de toute façon toujours conclue, sauf meilleur accord des parties. Chaque couple gardant, évidemment, et en particulier ceux qui ont un patrimoine important, la possibilité de faire de cet acte un acte authentique pour les conséquences patrimoniales devant un notaire qui appliquerait ses honoraires, comme ça peut se faire dans d'autres cas.
Et puis, elle permet aussi de disposer d'un recours simple en cas d'inexécution, qui est une requête en homologation de convention devant le JAF, qui donne pas lieu à convocation des parties, sauf précisément à ce qui est contrariété à l'ordre public de la dite convention. Et si contrariété, ça donne lieu à convocation devant le JAF, dans le cadre du droit commun en matière d'affaires familiales. Cette dernière option, donc de convocation en fait devant le JAF, devrait normalement demeurer marginale, au sens où le nombre de conventions contraires à l'ordre public devrait tout de même demeurer faible si on la croise en plus avec l'inexécution. Donc voilà. Madame, je suis obligé de vous demander de vous acheminer vers la conclusion de votre intervention. Eh ben, j'en avais en réalité terminé. Ah. J'ajoute enfin juste un dernier point qui serait vraiment important, que l'aide juridictionnelle puisse être revalorisée vu l'approfondissement du rôle de l'avocat dans cette matière. Sa mission dans ce cadre étant de particulière importance et l'aide juridictionnelle en matière de divorce par consentement mutuel, pas très importante. Je pense que ce serait très important de pouvoir la revaloriser pour que ce divorce déjudiciarisé puisse être mené à bien dans l'intérêt des justiciables. Merci beaucoup. Et je donne maintenant la parole au représentant de FO Magistrat. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas tout reprendre de ce qui a été dit, puisque nous sommes d'accord avec pas mal de choses de ce qui vient déjà d'être dit. Je vais juste insister sur quelques points. Le premier point, c'est que nous pensons d'abord que dans un sujet comme celui-là, qui concerne quand même le droit de la famille, le droit des personnes, il est tout à fait regrettable que le législateur soit appelé à se prononcer dans l'urgence et même dans la précipitation au détour d'un amendement dans lequel, notamment, il n'y a même pas d'étude d'impact à l'appui des arguments qui sont donnés pour introduire une telle réforme. Sur le fond, une déjudiciarisation, nous n'en sommes pas forcément, bien entendu, hostiles. Encore faut-il que les conditions ne se retournent pas contre les justiciables eux-mêmes. On invoque le fait, à l'appui de cette disposition, que plus de 99% des conventions seraient homologuées par le juge aux affaires familiales. C'est possible, mais quel serait le taux de conventions qui ne serait pas n'aurait pas reçu l'aval d'un magistrat dans la mesure où, à partir de maintenant, ou du vote de la loi, justement, ces conventions n'y seront plus soumises. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des garanties formelles et il y a des garanties réelles. Ce texte donne des garanties formelles, mais il faut aller voir au-delà ce que sont les garanties réelles. Ce n'est pas simplement parce que on va permettre à l'un des époux d'être assisté par un avocat commis d'office, et on sait à quel taux sont payés les avocats commis d'office, que pour autant, ces droits seront réellement protégés. Il y a dans les couples, parfois, comme dans beaucoup d'autres situations sociales, des rapports entre les forts et les faibles. Et nous pensons que dans un divorce particulièrement, le consentement peut dissimuler en réalité beaucoup d'autres choses, et notamment le désir du faible de pouvoir échapper à l'emprise du fort. Nous pensons donc que ce texte, qui apporte des garanties purement formelles, n'apporte pas de garanties réelles lorsque, concrètement, il faut dire, il faut désigner un chat comme un chat, lorsque, par exemple, une femme est sous la coupe d'un mari violent ou d'un mari autoritaire et que, pour pouvoir retrouver sa liberté, elle est prête à tout, y compris parfois, et nous le voyons en tant que magistrat, à abandonner ses enfants. Donc, cette situation non seulement risque de se retourner contre l'époux le plus faible, mais aussi contre les enfants.
Et je voudrais évoquer quand même une situation qui nous préoccupe, c'est celle de la répudiation de la femme qui pourrait apparaître au détour d'une telle réforme dans certaines communautés. La dissimulation de cette répudiation sous le vocable d'un consentement mutuel. Le deuxième point sur lequel nous voudrions insister, ça a déjà été dit, mais nous voudrions le redire, c'est la protection de l'enfant mineur. Nous sommes assez étonnés que l'on fasse dans ce projet de l'enfant l'arbitre du divorce des parents, puisque c'est en fait l'enfant qui va s'opposer, qui devrait s'opposer à la voie procédurale choisie par ses parents et qui, étant mineur et comme il a été dit, risquant d'être instrumentalisé dans le cadre d'un faux consentement mutuel par l'un des parents, va en fait se trouver placé au milieu du divorce de ses parents et va être appelé à arbitrer en demandant lui-même à être entendu par le juge. Je crois que cette occurrence est parfaitement illusoire. Et si elle n'est pas illusoire, elle peut avoir des conséquences dramatiques. Donc nous sommes véritablement tout à fait hostiles à une disposition de cette nature. Nous pensons qu'on peut effectivement, dans certains cas, se passer de l'office du juge, peut-être, mais il ne faut pas non plus oublier que le juge est le protecteur des faibles et que nous sommes dans une société dans laquelle les faibles ont encore besoin d'être protégés, peut-être plus que jamais. Si nous n'avons pas de proposition particulière à peut-être étudier qu'elle présente des aspects intéressants. Peut-être pourrait-on aussi suggérer que, dans la mesure où, justement, compte tenu de ce que je viens de dire, il peut y avoir des dispositions, enfin des intérêts d'ordre public à examiner s'il y a un véritable consentement des époux, qu'il pourrait être prévu que le parquet pourrait, lui aussi, saisir le juge aux affaires familiales dans le cas où le parquet aurait un doute sur la réalité du consentement. Merci beaucoup, monsieur. Je donne maintenant la parole à madame la représentante de l'Union nationale des associations familiales. Merci, Monsieur le Président. Merci d'organiser cette audition, puisque, comme nous l'avons communiqué, c'est vraiment avec stupeur que nous avons appris l'existence de l'amendement gouvernemental, de son adoption par la Commission des lois à l'Assemblée nationale, et comme ça vient d'être dit, sur une question pourtant extrêmement importante, sensible, et vous l'avez rappelé, qui concerne des milliers de couples et des milliers d'enfants. Donc malheureusement, nous ne faisons pas partie de ceux qui ont été consultés, ni même informés au préalable, ce qui est bien dommage. Nous avons redit notre opposition à cette réforme. Je dirais que nous avons une certaine constance, puisque des réformes similaires avaient déjà été envisagées en 2008 et en 2010. Et nous étions d'ailleurs à cette époque nombreux à défendre la place du juge dans tous les cas de divorce, y compris pour des couples sans enfants. Et je me permettrai de rappeler, par exemple, quelle était la position du président du Conseil national des barreaux de l'époque, qui déclarait « L'accord des parties, c'est une chose, mais un divorce n'est pas une transaction immobilière. Dans un couple, il y a toujours un dominant et un dominé, et même en cas de divorce par consentement mutuel, il y a toujours un qui demande et un autre qui accepte. C'est le type même de la fausse bonne idée. Ne confondons pas tout, le divorce n'est pas un contrat. » Et cette parole, nous continuons tout à fait à y souscrire. Alors c'est vrai que cette réforme est présentée sous une apparence de modernité. Ce divorce par acte, sous signature privée, contresigné par des avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Elle semble, cette réforme, parée de toutes les vertus. On nous dit qu'elle sera une réponse à la complexité des procédures, à leur durée excessive, elle réglera le problème des coûts constatés aujourd'hui. Or, c'est pourtant le contraire, nous pensons, qui va se passer. Nous pensons qu'au contraire, cette réforme va complexifier le droit de la famille. Elle va être plus coûteuse pour les familles. Elle va occasionner, nous pensons, plus de contentieux, donc plus de travail pour les juges et aussi plus de délais pour les familles. Et sans compter, comme cela a été dit, le problème posé par rapport aux enfants. Et nous pensons que ce n'est pas une question accessoire.
Alors sur la simplification, je dirais que déjà quand on regarde l'exposé des motifs, cette nouvelle catégorie de divorce, on a un peu de mal à la situer. On nous dit qu'elle a vocation à s'ajouter aux cas actuels de divorce et à se substituer à la majorité des cas de divorce par consentement mutuel. Donc c'est donc un plus et en même temps ça vient remplacer. En outre, l'article parle d'une possibilité laissée au couple. Là où la chancellerie nous a dit oralement qu'il s'agirait en revanche d'une obligation de passer par acte sous signature privée pour tous les divorces par consentement mutuel, sauf si les enfants demandent à être entendus par le juge. Donc il nous semble qu'il y a quand même un problème de clarté et donc un élément quand même pour le moins inquiétant. Alors sur les délais aussi, nous sommes allés tout simplement voir les différents rapports parlementaires. Il y en a eu beaucoup sur cette question qui donnaient les chiffres de la chancellerie sur les statistiques, qui indiquaient, donc c'est la chancellerie qui le disait, que la durée moyenne du divorce par consentement mutuel est en moyenne de 2,7 mois. À tel point d'ailleurs que certains juristes ont qualifié le divorce par consentement mutuel de divorce à grande vitesse. Et c'est vrai que quand on entend autour de nous des couples qui ont été confrontés à des situations de divorce, en fait, très souvent, ils sont plutôt surpris par cet aspect de rapidité. Et très souvent, ils se plaignent plutôt du manque de temps que le juge a pu leur consacrer, plutôt qu'un problème de délai. Donc, pour nous, la place du juge est importante, même pour ceux qui divorcent par consentement mutuel. Et en revanche, vous le savez, les délais pour les divorces contentieux sont bien plus longs. Ces mêmes rapports indiquent qu'ils seraient entre 20 à 24 mois en moyenne. Et donc, nous, notre crainte, c'est qu'avec des arrangements peut-être qui vont être expédiés de manière beaucoup plus rapide, avec des arrangements éventuellement mal négociés finalement, qu'on risque de se retrouver avec des situations de conflit, avec un recours au juge, avec donc des tensions qui se seront accrues, et donc de tomber dans la voie du divorce par contentieux, et qui sera donc beaucoup plus long pour les familles concernées. Il nous semble que ce n'est pas une vue de l'esprit, puisque, sauf erreur, toujours vu dans les rapports, 40% des divorces par consentement mutuel aujourd'hui font déjà l'objet de contentieux post-divorce. Donc pour nous, cette réforme, elle risque donc d'être plus complexe, plus coûteuse, je le dis aussi, pour les couples. Alors sur le plan financier, ça je crois que personne ne conteste, une fois de plus, que les couples auront éventuellement, ayant recours à des avocats, devront éventuellement supporter des coûts plus importants. La question se pose de l'économie qui serait faite pour le budget de la justice, dont on peut être évidemment tous sensibles. Là aussi, nous avons notamment vu le rapport sénatorial de Madame Catherine Tasca et de Michel Mercier, qui date de 2014, donc il est quand même assez récent, et qui concluait en ces termes: le gain escompté d'une déjudiciarisation risque d'être peu significatif. Les divorces par consentement mutuel sont parmi les procédures les plus rapidement traitées par les juges aux affaires familiales et les mobilisent très peu. Il en ressort clairement que des accords amiables non vérifiés multiplient les recours et les contentieux devant le juge. Alors j'en viens maintenant à l'enfant. C'est quand même le grand perdant de la réforme. Aujourd'hui, le juge vérifie la manière dont les enfants sont traités dans la séparation. On sait par exemple, et je parle sous votre couvert, que les juges par exemple sont souvent hostiles à des séparations de fratrie. Demain, personne ne pourra s'opposer à la volonté de parents titulaires de l'autorité parentale. Il n'y a que le juge qui peut le faire. On sait bien qu'un divorce n'est jamais chose facile, à la fois pour les parents et pour les enfants. Et donc pour nous, c'est évidemment un point crucial, le fait que finalement, il y aura une impossibilité pour un juge de vérifier la situation de l'enfant. Et pour nous, c'est une vraie régression. Alors c'est vrai que l'article a essayé quand même de faire en sorte que la France puisse se conformer aux engagements qu'elle a pris devant l'ONU. Et donc, pour nous, on a l'impression un peu qu'on a imaginé une sorte d'artifice, puisqu'on prévoit que l'enfant sera informé par ses parents de ses droits, et s'il veut, cet enfant mineur, que sa situation soit examinée par un juge, eh bien, il demandera tout simplement à être auditionné par un juge. Mais comment concevoir qu'un enfant, quand même, mineur, alors on ne sait pas d'ailleurs très bien quel est son âge, puisse, en toute indépendance par rapport à ses parents, demander à être entendu par le juge? Et puis d'ailleurs, comment vérifier qu'il a pu être informé par ses parents? Et je me permets là aussi, nous avons suivi attentivement les débats à l'Assemblée. Le député Alain Touré, qui s'est déclaré très favorable à cette réforme, lui-même a alerté le gouvernement sur le risque très fort d'absence de moyens d'apporter la preuve de l'information donnée à l'enfant, ce qui met en lumière la faiblesse du dispositif et le risque de contentieux accru. Il n'a pas été entendu. Je me permets aussi de rappeler que l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi qui devrait
peut-être un jour arriver devant le Sénat, qui s'appelle la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. Et cette proposition de loi, qui a été fortement soutenue aussi par le gouvernement, prévoit que l'enfant doit être entendu et que lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien fondé de ce refus. Donc ce texte pourra peut-être venir devant le Sénat. Alors que va-t-il se passer? Puisque le juge ne pourra plus vérifier que l'enfant pourra être vraiment entendu. Donc il ne pourra pas s'assurer, une fois de plus, de la volonté de l'enfant à être entendu. Et puis alors, comme cela vient d'être évoqué, ce qui nous dérange aussi dans cette construction, c'est que finalement le passage devant le juge ne peut se faire que sur l'initiative de l'enfant. Et donc sur lui, mais quelle responsabilité énorme on lui met. Le seul qui peut empêcher le divorce par consentement mutuel via le notaire, c'est lui. Les parents, eux, ne le peuvent pas. Donc on assigne un rôle à l'enfant pour aller vers le juge, un droit quand même qui interroge. On sait que l'audition de l'enfant est souvent, peut être aussi l'occasion de stratégie parentale, d'un parent contre l'autre. Et on sait aussi que les magistrats parfois hésitent à entendre l'enfant pour ces raisons. Et délèguent parfois d'ailleurs à un service de médiation familiale ce temps de l'écoute de l'enfant et d'essayer de démêler la parole de l'enfant par rapport à d'éventuelles stratégies parentales. Et donc là, le risque, c'est l'instrumentalisation de l'enfant et donc des demandes finalement d'audition qui seraient provoquées auprès de l'enfant et qui pourraient être poussées par des parents. Le problème de l'enfant, mais aussi, nous permettons de le dire, le problème de l'adulte le plus faible. Je le dis parce qu'effectivement, certains sont favorables à une déjudiciarisation pour des couples sans enfants. Nous sommes contre pour les deux cas de figure. Nous pensons qu'effectivement, il y a le problème de la vérification du libre consentement. Nous constatons, notamment dans nos services de médiation familiale, que même lorsque des couples se sont mis d'accord, lorsqu'ils partent après éventuellement dans les contentieux, en réalité, très souvent dans ces accords volent en éclats et très souvent on révèle finalement des difficultés de fond. La protection du plus faible, c'est aussi la protection de la femme. On sait que les divorces entraînent de manière quasi automatique des baisses de niveau de vie. On sait que les femmes en pâtissent le plus. On connaît aussi la situation des femmes qui sont en situation de monoparentalité, qui se trouvent en grande difficulté économique. Aujourd'hui, les politiques publiques visent justement à essayer de réparer les dommages qui peuvent exister. Récemment, il y a une bonne réforme, d'ailleurs, qui consiste à essayer d'aider au règlement des pensions alimentaires. Et là, finalement, on a le sentiment qu'on va mettre en place une réforme qui va un peu aggraver finalement en amont la source des difficultés. Et puis il y a aussi la question des femmes sous emprise, harcelées ou subissant des violences conjugales. Il y a un amendement qui a été présenté à l'Assemblée en ce sens pour essayer de les protéger. Il a été malheureusement écarté. Voilà, donc en conclusion, ce que nous voulions dire à l'UNAF, c'est aussi rappeler ce que disait notre ministre des Familles en début d'année devant les avocats. Elle disait « Le droit de la famille ne peut pas et ne doit pas échapper à la régulation par le juge. Il vaut mieux une mauvaise décision de justice que pas de juge. » Je dois dire que nous souscrivons pleinement à ces propos de notre ministre. Nous pensons qu'il y a d'autres pistes possibles. Je me permets de rappeler un travail remarquable qui a été fait par le Haut Conseil de la famille tout récemment. Il l'a fait sur saisine du Premier ministre. Son rapport date du mois d'avril 2014. Et parmi les pistes que le Haut Conseil de la famille a avancées, il y a celle de mieux préparer le travail du juge, notamment en obligeant les parents à préparer les éléments nécessaires à la détermination de la pension alimentaire et en créant dans les CAF ou les communes un service d'aide aux parents pour la mise en état des dossiers avant le passage du juge. Développer la médiation familiale aussi, c'est d'ailleurs abordé dans le cadre de ce projet de loi, afin de favoriser les accords entre les parents et la bonne exécution des décisions prises ou convenues entre les parents. Et au-delà, si vous me permettez aussi, c'était une proposition du Haut Conseil de la famille, non pas du NAF, et bien si nécessaire aussi de renforcer les effectifs de la justice familiale. Et donc il nous semble en conclusion peut-être qu'il serait intéressant, si malheureusement cette réforme devait être votée, qu'à tout moment on prévoit un dispositif d'évaluation qui pourrait peut-être, par exemple, être confié au Haut Conseil de la famille, instance un petit peu neutre et impartiale, de manière à pouvoir mesurer d'ici les 2 ou 3 ans quels sont les effets réels de cette réforme, tant pour les juges, pour la justice, que pour les familles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Le Neveu. Je donne la parole maintenant à Maître Pascal Hédoux, président du Conseil national des barreaux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, la profession d'avocat est favorable à cette réforme. Elle l'avait proposée depuis longtemps, et elle l'avait proposée notamment dans son livre blanc sur la justice du XXIe siècle, lorsqu'elle était invitée à travailler avec le cabinet du garde des Sceaux. Nous l'avions fait sur 2 constats ou 3.
Le premier, au fond, c'est celui que vous pouvez faire en entendant et en écoutant tout ce qui vient d'être dit avec pertinence. C'est l'ensemble du catalogue, le mot n'est pas péjoratif, des difficultés qui se posent lorsque le divorce est prononcé et lorsque les époux n'ont pas conçu ou n'ont pas complètement assimilé leur situation de divorcé. Mais ce que vous venez d'entendre, ce sont des craintes qui sont liées aujourd'hui à la présence du juge, ce qui veut dire que le juge n'a pas un rôle sacramentel et que la question qui se pose au Sénat, qui se pose à la représentation parlementaire, c'est de savoir si au mariage, on accorde une valeur sacramentelle particulière ou pas dans notre société, dans notre arsenal législatif. Pour être pragmatique, le rôle du juge est de trancher du contentieux. Nous parlons du divorce par consentement mutuel. Nous ne parlons donc pas de contentieux. Et nous parlons d'une disposition qui existe depuis longtemps et qui fonctionne, avec une homologation du juge qui est une homologation rapide et quasi constante, qui ne préserve pas de l'avenir. Nous parlons d'une procédure qui est une procédure qui n'a rien d'obligatoire. Ne divorceront par consentement mutuel que ceux qui voudront divorcer par consentement mutuel. Il n'est pas question d'imposer à quiconque de divorcer par consentement mutuel s'il ne le souhaite pas. Et nous parlons d'un divorce qui serait prévu, conventionné, constaté par des avocats. Je veux dire au Sénat et à tous ceux qui m'entendent que les avocats sont des professionnels compétents, responsables, au sens humain mais au sens professionnel du terme, et qui sont aussi assujettis à une déontologie stricte, et notamment la déontologie de la préservation du conflit d'intérêts. Et que c'est la raison pour laquelle le dispositif prévoit, aux côtés de chacun des époux, la présence d'un avocat pour représenter ses intérêts, le défendre à l'égard de l'autre. Par conséquent, lorsque l'on peut craindre, ou vous pourriez craindre, qu'il y ait un époux faible et un époux fort, c'est vrai qu'ils existent. Ils seront chacun représentés par un avocat dont la responsabilité sera de faire émerger et protéger les droits et les obligations. Et par conséquent, la crainte de protection, surprotection du faible, sous prétexte que le juge homologuerait une convention préparée par un seul avocat, est un leurre, dès lors que nous avons aujourd'hui un dispositif qui permettra aux deux époux d'avoir chacun leur avocat. En termes de coûts, c'est la même chose. C'est la même chose pourquoi ? Aujourd'hui, vous avez un avocat qui reçoit deux époux qui facturent un honoraire. Demain, vous aurez deux avocats qui reçoivent chacun un époux qui factureront un honoraire. Pourquoi voulez-vous que ce soit le double ? La loi nous impose désormais de conventionner les honoraires à titre préalable. Avec chacun de nos clients, c'est bien ce que nous ferons. Et dans des conditions qui seront des conditions de juste coût et de coût loyal à l'égard de nos clients. Le tout sous contrôle des ordres et des bâtonniers et par conséquent sous une régulation qui n'est jamais mise en défaut jusqu'à ce jour et qui n'a pas de raison de l'être un jour. En matière d'aide juridictionnelle, c'est la même chose. Vous pouvez avoir, en matière de consentement mutuel, un avocat ou deux. Ils sont payés tous les deux, rétribués tous les deux à l'aide juridictionnelle dans les conditions que la représentation parlementaire connaît et sur lesquelles je n'ai pas envie de revenir aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet direct. Par conséquent, de ce point de vue, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Vous êtes en présence des avocats, en présence d'une profession qui a décidé depuis des années de développer la représentation extrajudiciaire de ses clients. Et nous sommes précisément dans cette démarche. Vous savez que par la médiation qui se développe, et de très nombreux avocats sont médiateurs aujourd'hui, que dans le cadre de la procédure participative, qui est un texte récent de 2011, que nous appréhendons les uns après les autres, qu'avec l'outil de l'acte contresigné par avocat, nous avons assumé cette responsabilité, ce nouveau mode d'accompagnement de nos clients en phase extrajudiciaire. Et nous sommes dans le divorce par consentement mutuel qui n'a rien d'obligatoire, exactement dans cette ligne. Je rappelle à l'ensemble des sénateurs qui nous écoutent
que ce divorce par consentement mutuel est un divorce facultatif, que par conséquent rien ne peut être imposé à quiconque, chacun étant représenté par son avocat. Nous avons deux difficultés. La première difficulté, c'est celle de savoir quel est le professionnel qui constate le divorce. C'est l'avocat. Dans le texte, c'est l'avocat, et nous souhaitons que le texte le dise mieux, de façon à éviter une confrontation parfaitement inutile et que nous ne recherchons pas avec nos amis notaires. La deuxième difficulté que nous avons, c'est faire comprendre à l'ensemble de nos interlocuteurs quel est le rôle de l'avocat à l'égard de l'enfant. Madame Barthélémy, qui m'accompagne, vous en dira un mot à l'instant. C'est elle qui a en charge de traiter cette question, qui est une question importante. Nous avons une possibilité de dispositifs qui permettent que les droits de l'enfant soient effectivement garantis dans de très bonnes conditions. Simplement, admettons que s'il convient de concourir à l'œuvre de justice par un allègement de la charge du juge que l'on voudra bien renvoyer à sa fonction de trancher un litige, alors nous pouvons concevoir que lorsque nos citoyens décident de rompre leur mariage par consentement mutuel, ils peuvent le faire à la condition d'être accompagnés par les professionnels que nous sommes et sous les garanties que nous donnons et que je viens de vous exposer. Madame Barthélémy, sur les enfants ? Oui. Alors, concernant les enfants, c'est un sujet effectivement qui nous préoccupe et nous avons souhaité partir de nos pratiques actuelles. Nos pratiques, c'est quoi? En matière de divorce, quel qu'il soit, nous soumettons à nos clients une attestation sur l'honneur qu'ils remplissent, par laquelle ils disent qu'ils ont informé leurs enfants de la possibilité d'être entendus et ils répondent « le mineur souhaite être entendu, ne souhaite pas et souhaite être assisté par un avocat ». Ces attestations résultent des conventions que nous avons dans les barreaux entre les ordres d'avocats et les magistrats. Les magistrats les ont souhaités et pour eux, cette attestation leur permet de contrôler, c'est à travers cette attestation qu'ils font le contrôle de ce que l'enfant a effectivement été informé. En matière de consentement mutuel, on produit cette attestation avec la convention que l'on dépose. Et le juge se contente de ça. Alors, en général, en matière de consentement mutuel, il faut quand même savoir que le problème est un problème marginal. C'est-à-dire que, je le dis parce que c'est ma pratique, mais j'ai lu également un article de Mme Choubrac, juge aux affaires familiales près du TGI de Paris, qui nous disait en 2009, en parlant des difficultés de sa tâche, que les enfants en matière de requête conjointe ne demandaient jamais à être entendus. C'est un juge qui le disait. Si, par extraordinaire, l'enfant demandait maintenant à être entendu, il est évident, comme plusieurs personnes l'ont souligné avant moi, qu'il est difficile d'imaginer que ce soit le choix de l'enfant d'être entendu, cette demande, qui implique un changement de procédure. Effectivement, ça n'a pas beaucoup de sens et c'est trop lourd. Alors, ce que nous avons imaginé, c'est que nous restions dans la même procédure. Par contre, le juge aux affaires familiales, à partir du moment où l'enfant dit « je veux être entendu », et on fait ce que nous faisons habituellement, désignation par le bâtonnier d'un avocat de l'enfant, c'est l'avocat actuellement qui vérifie la capacité de discernement de l'enfant, puisque l'audition de l'enfant repose non pas sur son âge, mais sur son discernement. Et l'avocat de l'enfant demande au juge aux affaires familiales, c'est toujours ce qui se passe actuellement, mais on peut imaginer qu'il demanderait à ce moment-là au juge aux affaires familiales à ce que l'enfant soit entendu, en informant les avocats des parties. À partir de ce moment-là, le juge entend l'enfant et le juge se voit soumettre et communiquer les dispositions prévues dans l'accord qui concernent l'enfant. Si, au regard de son audition et à la lecture de des dispositions de cet accord, le juge estime qu'elles sont conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant, homologation, renvoi par la juridiction de cette homologation aux avocats, qui l'annexent à leur acte, ensuite publié à la minute, au rang des minutes du notaire. Je crois que ça permettrait de répondre à une vraie question, qui est celle de par qui et quelles conséquences aurait l'audition du mineur, et de rester
dans l'unicité de la procédure. Nous ne changeons pas de procédure, simplement, nous faisons ce détour par le juge sur les mesures et la question qui lui est posée, c'est-à-dire quid de l'adéquation entre l'accord et l'intérêt de l'enfant. Voilà la proposition que nous souhaitons porter à l'attention des parlementaires. Merci beaucoup, madame. Je donne maintenant la parole au représentant de monsieur le défenseur des droits. Ah non, non, je recommence. Je donne maintenant la parole au représentant du Conseil supérieur du notariat et son ancien président, maître Jacques Combré, accompagné de madame Christine Mandelli. Merci, monsieur le président. Je ne voudrais pas faire une usurpation d'identité. Je pense que j'aurais beaucoup de mal à prendre votre place, madame, et je n'ai pas votre niveau de compétence. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être, moi aussi, le plus condensé possible. C'est vrai que cette procédure d'urgence qui a été choisie pour un texte aussi important n'était peut-être pas ce que nous aurions préféré. Tout le monde, je crois, l'a dit. Je crois que c'est un constat commun. On fait avec. Deuxièmement, compte tenu qu'on est dans l'urgence et qu'on connaît la manière dont peuvent se terminer les CMP en pareil cas, on peut penser qu'il est peu probable que l'on revienne vraiment complètement en arrière et que l'on abandonne l'esprit général de ce texte. Alors, en supposant que l'on resterait dans l'esprit général de ce texte, je vais me situer simplement en tant qu'officier public. Je peux avoir mon opinion personnelle, mais en tant qu'officier public, s'il y a un texte voté, on l'exécutera et je resterai tout à fait en lien avec ce que les représentants du barreau viennent de dire. C'est-à-dire notamment, il ne faut pas qu'à l'occasion de ce type de texte, on puisse imaginer que les uns veulent quelque chose avec des autres. Je crois que sur le terrain, nous le disions d'ailleurs en nous saluant tout à l'heure, sur le terrain, en réalité, ça fonctionne bien. Nous avons tous nos avocats correspondants, nous avons leurs notaires, les clients sont en général satisfaits de la prestation et je confirme que dans l'immense majorité des divorces par consentement mutuel où nous intervenons, nous, parfois pour la liquidation du régime matrimonial, ça se fait, même s'il n'y a d'ailleurs qu'un seul avocat, mais quand il y en a deux, ça peut se faire aussi, ça se fait vraiment dans l'immense majorité des cas en parfaite intelligence. Ce qui m'amène, pour être toujours très pratique, à ce qui vient d'être dit à propos de l'information de l'enfant ou autre. Je crois qu'effectivement sur le terrain, dès lors qu'on confie une mission importante à l'avocat, je pense que dans l'information de l'enfant, dans le contrôle de l'information de l'enfant ou autre, il a un rôle majeur à jouer et que ce qui vient d'être dit me paraît tout à fait pragmatique et correspond un peu à ce que l'on vit sur le terrain. Ça me paraît être relativement du bon sens. Sur le délai, quelqu'un a fait remarquer aussi tout à l'heure que le délai de 15 jours était sans doute un peu court. C'est vrai que même si on veut aller vite, il ne faut pas aller trop vite. Quelqu'un a parlé du fort, du faible. Nous le savons, nous aussi, professionnels, que parfois, effectivement, les gens disent oui. Et puis, on regrette un peu après. Alors, laissez un peu de temps au temps. Si vous obteniez que l'on mette, si on va au bout de ce projet, un délai un petit peu plus long, ça ne me paraîtrait pas automatiquement une mauvaise chose. Sur les enfants aussi, un petit détail matériel, ce qui nous avait un petit peu surpris, c'est qu'on nous dit que les enfants sont informés par leurs parents. Alors dans les remariages, suivi d'un nouveau divorce, avec des enfants d'un premier lit, quelle information par le papa ou la maman de la première union, le papa de l'enfant. Je pense que là, il y a peut-être quelque chose à retravailler pour envisager à la fois les enfants issus de l'union et les enfants issus d'une précédente union. Est-ce que le texte est parfaitement adapté? En tout cas, nous nous sommes interrogés de la même manière que nous nous sommes interrogés. Alors ici, c'est pour le droit des majeurs protégés, puisque 229-2 nous dit notamment qu'il n'y aura pas de consentement mutuel de cette forme-là lorsque l'un des époux se trouve placé sous un régime de protection. Mais de toute façon, dans le regard des régimes de protection, de toute façon, on ne peut pas divorcer par consentement mutuel. Alors, est-ce que ce complément est indispensable ou pas?
ça a l'air de jeter un petit trouble. Il y a un principe, sauf erreur de notre part, c'est qu'il n'y a pas de divorce par consentement mutuel avec une personne protégée. Alors pourquoi ici, à propos de cette formule de divorce par consentement mutuel, faire un espèce de traitement particulier? Je te dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, ça nous a un petit peu surpris si on doit chercher à être pragmatique et à améliorer le texte. Sur l'intervention des notaires, dont on a compris que ça ne serait pas pour une question ni de chiffre d'affaires ni rien du tout, je crois qu'on ne se situe pas à ce niveau-là. On se situe quand même à un niveau où chacun est à sa place, et je rejoins, c'est pas moi qui demain va décider de l'équilibre des conventions. Je pense que c'est le travail des avocats, je n'aurai pas la capacité, je ne pourrai pas le faire, je ne pense pas. Mais en revanche, l'officier public que je suis, qui, avec la notion d'acte authentique, avec la notion de date certaine et surtout de force exécutoire de l'acte authentique, trouve quand même une place, sans coût pour la société, une place qui peut parfaitement se comprendre et qui est parfaitement compréhensible. Il faudra voir comment je donne l'authenticité à l'acte pour qu'il y ait un titre exécutoire, puisque ce sont des questions anciennes et qui me paraissent acquises sur le plan aussi bien doctrinal que jurisprudentiel. Mais je pense que cette technique-là a au moins l'avantage de donner un titre exécutoire tout de suite. J'ai eu du mal à suivre tout à l'heure une suggestion faite de dire c'est l'officier d'état civil, et puis s'il y a conflit, il y aura une homologation, mais attendez, entre-temps, si ça a pris sa place et si ça a pris effet, il n'y a pas besoin d'homologation. Alors j'homologue quelque chose qui aurait pris effet, et j'avoue que là, je n'ai pas très bien saisi la technique. Je pense que ou ça a la force exécutoire, ou ça l'a pas. C'est pas géométrie variable. Donc pour moi, si si le divorce est définitif, il doit être revêtu de la force exécutoire tout de suite. Là aussi, c'est pas la peine d'aller ouvrir du contentieux, renvoyer devant un tribunal si on veut déjudiciariser. Et j'insiste bien, de ce point de vue-là, l'intervention notariale ne représentera aucun coût. On a parlé, je crois, de 50 €, que ce soit 50 € ou 0, à ce point-là. Et s'il y a l'aide juridictionnelle qui le prend en charge, c'est pareil. Je veux dire, c'est pas une question d'argent. On se situe vraiment là, dans le problème de savoir comment l'accord qui aura été constaté, établi sous la responsabilité des avocats, pourra éventuellement recevoir la date certaine et le titre exécutoire. Voilà, je crois qu'on essaiera d'être des acteurs à côté de tous les autres professionnels. Notre rôle peut être minime, mais si on voit, et avec la récente réforme du droit des obligations, il y a un acte authentique, il y a une authenticité, il y a des attachements, il y a des règles de procédure qui expliquent comment on peut délivrer un titre exécutoire, et je ne crois pas qu'un officier d'état civil fasse partie de la catégorie telle qu'elle est prévue par nos règles de droit. Bon, c'est un outil comme un autre. Notre côté officier public au service de l'État, on est habitué sur quantité de sujets à faire des actes à perte ou gratuits. On les fera, point à la ligne. Pour autant, je répète, il n'y aurait pas eu réforme, nous, on ne s'était pas précipité dessus, mais on les accompagnera. Et surtout, je termine encore là-dessus, que ne soit surtout pas une question d'ouvrir des débats ou des contentieux qui nous ont trop malheureusement gâché la vie, mais que fort heureusement on ne vit pas sur le terrain avec d'autres professionnels du droit. Voilà. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Au fond, en vous écoutant, on se dit que c'est un problème d'apparence très simple, et en réalité extrêmement complexe. L'apparence simple, c'est la plupart des divorces par consentement mutuel se font sur le fondement d'un accord entre les époux qui divorcent, qui n'est nullement remis en cause par le juge. D'où la tentation de se dire qu'on pourrait faire de l'économie de temps de juge et que pour les couples, on pourrait les dispenser du passage devant un magistrat, puisque les conventions sont absolument généralement homologuées, sauf un certain nombre d'exceptions. Mais en vous écoutant, on découvre toutes les facettes de ce problème. D'abord, il y a des règles qui émergent de la jurisprudence. Et le passage devant le juge, dans l'anticipation de l'application de ces règles, a quand même un effet sur le contenu de l'accord entre les époux. Je crois qu'on ne peut pas le nier.
il y a du seul fait que l'étape existe, une contrainte qui s'exerce sur le contenu même de l'accord. Or, comme cela a été très justement dit par plusieurs d'entre vous, dans ces situations, il y a beaucoup de raisons qui peuvent rendre plus vulnérable l'un des deux membres du couple dans la négociation de l'accord sur les conditions du divorce. Et puis, il y a la présence de l'enfant. De tout ce que vous avez dit, il ressort tout de même, à l'exception notable de la position qu'a prise le Conseil national des barreaux, il ressort tout de même qu'il y a une certaine inquiétude sur la garantie apportée aux plus faibles dans le divorce. Le plus faible, c'est l'enfant, et c'est l'un des deux membres du couple qui est souvent l'épouse, mais qui peut être aussi le mari. Faiblesse psychologique au moment du divorce, mais aussi faiblesse économique. Et parfois, la faiblesse psychologique peut conduire à ne pas traiter la faiblesse économique parce qu'on veut en finir. Et le passage par le tribunal peut apporter un correctif à ce déséquilibre. Alors bien sûr, j'entends ce que nous dit le Conseil national des barreaux en expliquant que le rôle de l'avocat est de veiller à l'équilibre de la convention. Mais je n'en suis pas si sûr. Car après tout, lorsque l'on prend un avocat, que ce soit pour le divorce ou pour une autre négociation, il est mandaté par son client. Et si le client veut faire des concessions qui dépassent ce qui serait juridiquement raisonnable et accepté actuellement par le juge, je ne vois pas comment l'avocat pourrait l'empêcher. Il est là pour exécuter la volonté de son client en le défendant pour le mieux et en le conseillant, naturellement. Et ce rôle de conseil, naturellement, est éminent dans le respect de sa propre déontologie. Mais il n'est pas l'arbitre du divorce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a prévu un avocat pour chacune des parties. Et c'est une négociation entre avocats au nom des clients qui serait envisagée. C'est bien ça l'esprit de cette réforme. Alors il y a la situation de l'enfant. Et j'entends ce qui a été dit aussi bien par la défenseure des enfants que par d'autres intervenants. Je crois qu'à tout le moins, on peut dire que la mention de la possibilité pour l'enfant de réclamer la possibilité d'être entendu dans la loi ne suffit pas. Comment peut-on imaginer, au cours d'une procédure de divorce, qui a quand même de fortes probabilités d'être très pénible pour l'enfant, qu'il prenne l'initiative de demander à être auditionné par un juge, et qu'il suffise que la loi dise que les parents doivent l'informer pour que ce problème soit réglé comme par enchantement. Ça, c'est une difficulté qui mérite d'être traitée avec davantage de soin que ne l'a fait, je crois, l'Assemblée nationale. Le dernier point est le problème du coût. Alors, je veux bien qu'on n'envisage pas le doublement du coût pour les couples qui divorcent et qui ne prenaient qu'un avocat, mais je rappelle quand même que c'est 9 couples sur 10 qui ne prennent qu'un avocat. Et s'il peut être difficile de chiffrer l'augmentation du coût du divorce, il est en tout cas facile de prévoir que le coût du divorce va augmenter considérablement. Et d'après les évaluations que je me suis fait communiquer, il augmentera dans une proportion de 10 fois à 15 fois supérieure à l'économie pour la justice, qui, elle, a été chiffrée par le gouvernement à 4,4 millions d'euros. Et sous réserve d'être capable, naturellement, de réallouer les moyens qui seraient ainsi économisés. Donc, il me semble tout de même qu'il résulte des propos qui ont été tenus ici de très grandes incertitudes sur la pertinence de cette réforme. Elle est d'inspiration libérale. Elle respecte la volonté des partis, alors que le système actuel a une dimension sociale beaucoup plus appuyée. Quand je dis qu'elle est d'inspiration libérale, je ne veux pas dire que c'est l'équivalent
d'une aspiration antisociale. Mon propos est plus nuancé. Mais tout de même, si on mesure à la fois la dépense pour des couples qui n'ont pas forcément aujourd'hui de très grandes ressources et la vulnérabilité dans laquelle la réforme risque de laisser à la fois les enfants et le conjoint le moins fort dans le couple, on a tout lieu, de mon point de vue, et je me hasarde à le donner à la fin de cette audition, avant de vous laisser la parole, chers collègues, on a tout lieu quand même de considérer que les incertitudes dans lesquelles cette réforme nous placerait l'emportent de beaucoup sur ses avantages. Alors je laisse la parole au rapporteur et puis je la donne à ceux de mes collègues qui voudront bien la prendre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des personnes entendues qui ont été très claires dans leur exposé. Ça ne demande pas ou très peu de précision par rapport à ce que vous avez dit. Le hasard fait, on n'a pas échangé, le Président et moi, pendant les auditions, mais le hasard fait que c'est vers le représentant du Conseil national des barreaux que je voulais aussi me tourner après cette série d'auditions, puisque vous avez semblé dire que, en termes de coûts, il n'y aurait pas une grande différence selon qu'il y aurait le consentement mutuel avec un seul avocat ou selon qu'on serait devant un divorce plus contentieux où il y aurait deux avocats. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate comme coût en termes d'avocats entre un consentement mutuel et un consentement contentieux? S'il y a des chiffres qui peuvent nous éclairer. Monsieur le rapporteur. Non, pardon. Je voudrais donner d'abord la parole à ceux de mes collègues qui vont vous poser des questions. Comme ça, ceux d'entre vous qui seront amenés à apporter des précisions y répondront globalement parce que nous avons à maîtriser notre temps. Alors, Monsieur François Pilet, puis Monsieur Van Dierendonck, puis Monsieur Jean-Pierre Sueur. Personne d'autre ne demande la parole. Très bien. Monsieur Pilet. Merci, Monsieur le Président. Il est difficile tout de même après votre intervention, Monsieur le Président, votre synthèse des débats. Et puis je n'ai pas voulu fermer le débat, chers collègues. Sentez-vous bien sûr très libre. Je me sens très libre, mais tout de même les ailes un peu grignotées par la qualité de votre intervention. Premier point, je note tout de même un accord non exprimé mais évident. Il est tout de même difficile de prétendre que cette réforme est une avancée au profit des justiciables. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Au pire, sous une apparence de modernité, on traite un problème financier, qu'on peut traiter d'une autre manière d'ailleurs, en allouant des fonds et des disponibilités à la justice. Moi, à mon avis, il y a deux points il va bien falloir choisir au moment de la CMP, qui sont de nature et d'intensité différentes. Il y a le divorce de deux personnes majeures, qui, bien que l'une, je le conçois parfaitement, je l'admets d'ailleurs, soit quelquefois en situation de fragilité. Il y a des consentements qui sont des résignations, des divorces qui sont des répudiations. Mais pour autant, ce sont des personnes majeures. Et sauf à démontrer qu'elles n'ont pas la capacité d'avoir un consentement éclairé, elles ont un consentement éclairé. Donc là, sur ce point, j'allais dire que le projet même qui prévoit deux avocats renforce les garanties de ce dialogue, de cet équilibre qu'il va avoir entre les personnes majeures. Ça peut passer. On évitera tout de même la discussion sur les prestations compensatoires, comme ça a été signalé tout à l'heure, lorsqu'il y a une pression qui s'exerce sur l'autre. Il y en a un qui est plus faible dans le divorce. Il est rare tout de même qu'il y ait des divorces où tout le monde est heureux de venir mettre un terme à ce union. Moi, le problème qui se pose, c'est l'enfant, et je suis désolé, j'ai une question qui n'est pas du tout résolue par vos débats, sauf peut-être par une proposition de la première intervenante de l'USM. L'enfant mineur, on semble se satisfaire qu'il soit informé. Enfin, est-ce que vous allez laisser le législateur dire
au travers d'un texte, qu'un enfant de 2 ans est informé. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'on peut soutenir ça? Pas possible. Deuxièmement, l'enfant qui, dans certaines hypothèses, au demeurant peu probable, mais puisque la loi la soupçonne, c'est qu'elle peut exister, s'opposera au divorce de ses parents. Il sera l'arbitre du divorce de ses parents. Il y a là quelque chose aussi qui me laisse à penser qu'il y a un problème. Le législateur ne peut pas laisser passer une chose comme ça. Une petite hypothèse aussi annexe, à laquelle j'ai pensé après la réflexion de M. le représentant du notariat, c'est quid des hypothèses où un conjoint se sera vu accorder des droits sur l'enfant mineur de son conjoint né d'une précédente union. Qu'est-ce qu'on fait des enfants, des mineurs des autres unions? Est-ce qu'on a le droit d'intervenir à la procédure en divorce de l'un des 2 parents? C'est pas résolu en tout cas. C'est pas résolu. Et puis, donc, moi j'ai une difficulté. Ben voilà, ils ne sont pas partis, mais ça pose une difficulté. Je trouve que j'ai bien compris la réflexion que vous faisiez tout à l'heure, Monsieur le Président du CNB, et vous avez noté qu'en ce qui concerne le divorce des êtres majeurs, je pense que peut-être la loi prévoit quelque chose qui peut être accepté. Le juge, pour le reste, en cette espèce, n'est pas seulement celui qui tranche un litige. Le juge, il a une autre fonction qui était d'ailleurs parfaitement dite en droit latin. Il a le juridictio, il a l'autoritas. Et moi, je trouve que quand le juge reçoit la convention, qu'il l'examine, qu'il donne son avis, je parle encore une fois en présence d'enfants mineurs, eh bien, il a une autorité qui souvent apaise, rassure. Et sur ce point, la disparition du juge ne me paraît pas du tout un progrès législatif. Nous ne sommes pas uniquement en matière patrimoniale. Nous jugeons ou nous apprécions, car nous ne jugeons pas forcément, mais nous apprécions de l'extra-patrimonial. Et là où je voudrais des précisions, vraiment, comment fait-on lorsqu'il y a des enfants mineurs, et des enfants mineurs, ce n'est pas toujours des enfants de 17 ans. Merci, cher collègue. Monsieur Van Dierendonck. C'est assez proche de ce que dit mon collègue et ami, Monsieur Pilet. Je redémarre là où Madame Dominique Lotin, présidente de la Conférence nationale des présidents de cour d'appel, a laissé le débat ce matin en disant qu'elle était favorable à des formules de déjudiciarisation, si tant est qu'un certain nombre de garanties des droits des personnes soient données, et elle a ajouté, si tant est aussi qu'on sécurise les revenus des avocats. C'est à peu près ça. Ici, moi, je regrette infiniment, dès lors qu'il y a un enfant, je suis très réticent au système. Donc, j'ai du mal, mais visiblement, je ne suis pas le seul, j'ai du mal à ne pas considérer que l'intervention du juge, dès qu'il y a un enfant, est à préconiser. Par contre, je trouve pas inintéressant, c'est pour ça que j'ai commencé par citer Madame Lotin, que distinctement de ce texte qui est fait pour régir la justice au XXIe siècle, il me semble que plutôt de chercher à tout prix à avoir un produit en promotion dans le texte qui montrerait cette volonté de déjudiciarisation, il eût été préférable de mener un travail concerté pour trouver concrètement entre les représentants des professions judiciaires, des magistrats évidemment, des domaines où celles-ci pouvaient s'appliquer sans que cela ne lésât les intérêts des personnes. Donc voilà, je voulais juste dire ma conviction, mais elle sort renforcée par la qualité de vos contributions.
Merci, cher collègue. Monsieur le Président Sueur. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais tout d'abord vous remercier publiquement d'avoir organisé cette réunion de travail, cette audition très riche. Merci à tous pour votre apport qui est précieux. Je suis vraiment toujours très réticent devant l'application de la procédure accélérée à des sujets de cette nature, et encore plus lorsque l'on se trouve dans une situation où une disposition de cette importance, et vous savez qu'il en est d'autres, apparaît lors de la première lecture à l'Assemblée, après que la première lecture au Sénat a eu lieu. Et c'est pourquoi j'appelle de mes vœux, je ne sais pas ce que dira la CMP, d'ailleurs on verra bien, mais qu'il y ait de toute façon les débats qui doivent avoir lieu en commission, en séance publique, au Sénat. Ça me paraît absolument nécessaire. Je pense que c'est une garantie pour le travail législatif, et je le dis aussi devant vous tous et devant mes collègues. Deuxièmement, je n'avais pas d'autre chose. Je suis en réflexion sur ce sujet. Voyez-vous, je n'ai pas d'idée encore totalement tranchée. C'est d'ailleurs l'intérêt du travail parlementaire que de se poser les questions et de finir par adopter une position, parce que je constate, si les sondages sont exacts, mais les sondages sont un grand sujet, que beaucoup de nos concitoyens sont favorables à cette réforme. Je constate aussi que certains disent qu'en fait, le divorce dans le bureau d'un juge, quelquefois le sentiment que c'est rapide sur un coin de table, que ça dure quelques minutes, ne donne pas l'impression de la solennité d'un acte de la justice. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, des gens disent, après tout, puisque ça prend cette forme, même s'il y a eu un travail préparatoire très important avec le juge et avec les avocats, mais qu'ils disent, puisque c'est comme ça, dans le fond, à tout prendre, pourquoi ne pas adopter la formule qui est proposée dans le texte? Donc je suis interrogatif. Mais je pense, et je ne vais pas être plus long, car je partage vraiment ce qu'ont dit mes collègues Philippe Bas et François Pillet, René Vandierendonck. C'est-à-dire que je voulais poser la question à ceux parmi vous et celles et ceux qui se sont montrés favorables à la disposition. Est-ce que vous pensez, tout en étant favorable à la disposition, ce que je conçois très bien, que l'on fasse de l'enfant mineur, et même, comme cela a été dit par mes collègues, très mineur, le juge de la modalité de la procédure? Et voilà, on dit à l'enfant, vous allez où tu vas choisir si ça va être devant le notaire ou devant le juge. Et est-ce que même si on est d'accord avec le dispositif du divorce devant le notaire avec deux avocats, même ceux qui pensent cela, et je conçois encore une fois tout à fait qu'on soutienne cela, est-ce qu'on peut soutenir cette disposition particulière? C'est vraiment une question qui me paraît, on ne peut pas éviter cette question. Je vous remercie. Merci. En effet, c'est une question que nous nous posons tous. Il s'agit bien sûr d'enfants doués de discernement. Encore faut-il savoir qui est l'enfant doué de discernement et qui en décide. Alors, Monsieur le Ministre Mercier. Oui, mais juste quelques mots parce que beaucoup de choses ont été dites. Dans cette question, en fait, il y a deux problèmes. Un problème contingent et un problème fondamental. Et j'ai l'impression qu'on essaye de régler le problème contingent, qui est important, en abandonnant peut-être un peu trop la question fondamentale. Sur le problème contingent, c'est quoi? C'est tout simple, on le connaît tous. C'est la part de plus en plus grande que prend le contentieux familial dans l'ensemble du contentieux civil. Certains tribunaux sont embolisés par l'augmentation du contentieux familial, et on est à la recherche de solutions. On peut citer, on peut penser aux travaux que doyen Serge Guinchard a conduits dans les années précédentes, qui débouchaient sur des formes déjà de déjudiciarisation, il faut être très clair. Et moi, je comprends très bien que l'on recherche comment essayer de régler ce contentieux de masse qui est de plus en plus lourd, de plus en plus important. Bon, c'est bien, c'est un problème. Mais à côté de ce problème, il y en a un autre. C'est une question toute simple. Quel doit être le souci de la loi? Quel doit être le souci du droit? Et est-ce qu'on répond à cette question
avec les mesures qui nous sont proposées. Moi, je crois, comme on va prendre par exemple, à la suite du Zindel, par exemple, Suisse théologien, rappelle que la politique, c'est quoi? C'est le souci du plus faible. C'est la question qui nous est posée dans le droit familial. Comment est-ce que la loi assure la protection du plus faible? Est-ce que les mesures qui nous seront proposées assurent cette protection du plus faible? Le plus faible, ça vient naturellement à l'esprit que c'est l'enfant. Cette idée que les parents vont aller informer l'enfant qu'ils vont divorcer, qu'il va pouvoir être entendu, me semble quand même une idée qui ne tient pas tellement compte de la réalité et de l'ambiance que peut être un moment où les gens vont se séparer, divorcer, et qu'en tous les cas, on ne peut pas tout faire reposer sur l'information des parents ou d'un parent vis-à-vis de l'enfant. C'est quand même à la loi d'assurer la protection de l'enfant et au juge. Et je ne vois pas d'autre système que celui-là dès lors qu'il y a un enfant. Mais c'est vrai aussi que le plus faible, c'est l'enfant, mais ce n'est pas que l'enfant. C'est pas que l'enfant. Et il peut y avoir un des deux conjoints, ça sera peut-être plus généralement à la femme, mais ça peut être aussi à l'homme dans certains cas, qui va être dans une situation de faiblesse. Et je pense très honnêtement que si on va vers une certaine forme de déjudiciarisation dans certains cas, pourquoi pas, il faut que l'on réserve, en tous les cas, un domaine où seul le juge pourra prononcer le divorce lorsqu'il y aura on sera devant ces situations de faiblesse. Il y a donc tout un travail législatif à faire et qui n'est pas fait avec le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale. Je crois donc que nous avons tout intérêt, tous ensemble, d'ailleurs, à y travailler si on veut apporter une solution qui soit pérenne. Merci, chers collègues. Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, et si tel ou tel d'entre vous souhaite intervenir pour une ultime intervention, car nous avons un quart d'heure de retard. Monsieur le Président, je vous remercie à mon tour de nous avoir invités autour de cette table ronde. Cela me permet peut-être de démystifier ou de tenter de le faire, parce que j'ai l'impression que j'ai du chemin à parcourir. Démystifier les conditions dans lesquelles les avocats facturent leurs honoraires. Je suis pris en ciseaux dans vos observations. Soit je représente une profession qui alimente le contentieux et qui cherche à gagner sa vie par la multiplication du contentieux. Et on m'en fait grief. Soit je suis une profession qui entre dans une démarche de déjudiciarisation, d'accompagnement de l'ensemble des justiciables dans l'extrajudiciaire, alors ne m'en faites pas le reproche. Et ne craignez rien sur le sujet. Je vous dis et je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Rien ne justifie que la présence de 2 avocats multiplie par 2 le coût du divorce. Et j'aurais aimé, Monsieur le Président, participer à l'élaboration des comptes qui vous ont été communiqués, ou en tout cas des résultats qui vous ont été communiqués sur le calcul et la multiplication des coûts d'honoraires. Si je peux avoir ce document, il m'intéressera, parce que je pourrais en parler à mes confrères. Pour l'instant, je ne le connais pas. Mais je vous dis que nous travaillons dans une profession qui est une profession régulée par des ordres et des bâtonniers, que nous avons l'obligation, au premier jour de la rencontre du client, de conventionner avec lui des honoraires. C'est dans la loi égalité que vous avez votée, la loi dite de M. Macron, que le premier avocat qui ne le fait pas est sujet à des poursuites de son ordre et à des contrôles de la CCRF. Pourquoi voulez-vous, par conséquent, craindre cette démultiplication du coût? Je crois que c'est une crainte qui n'est pas raisonnable, et je vous le dis et avec beaucoup de fermeté. Oui, mais Monsieur le Président, quand il y a un avocat, il y a des honoraires pour un avocat. Quand il y a 2 avocats, il y a des honoraires pour 2 avocats. Et par conséquent, il y a forcément plus d'honoraires quand il y a 2 avocats que quand il n'y a qu'un seul, à moins que cette arithmétique élémentaire soit fausse. À moins, Monsieur le Président, que les avocats considèrent que chacun étant dans le rôle de représenter les intérêts d'un client, ils ne facturent pas pour les 2. Je facture autant que je passe. Je facture à la diligence que je produis. Et par conséquent, lorsque je représente un client, je représente moins et je fais moins de travail que j'en représente 2. Vous pouvez raisonner avec moi sur le sujet. Et vous pouvez aussi vous retenir ce que je viens de vous dire. Je suis professionnel libéral
sur un domaine concurrentiel dans ma profession. Je n'ai pas le privilège ou l'inconvénient de mes amis notaires sur le sujet. Je suis libre de facturer comme je le veux et je dois facturer de façon raisonnable sous les contrôles que je viens de vous dire. Ne me mettez pas dans une position où je ne vais pas travailler en divorce par consentement mutuel au motif de la crainte que vous évoquez, que par conséquent je vais privilégier pour mes clients le divorce contentieux. C'est absurde sur le plan sociologique, sur le plan judiciaire et sur le plan de l'efficacité. J'ai une deuxième observation, Monsieur le Président, extrêmement courte si vous le permettez. Vous disiez la présence du juge est au moins dissuasive des erreurs que pourraient commettre les avocats et leurs clients dans l'élaboration de leur convention. Vous pouvez avoir raison sur le sujet. Mais il y a une chose que je peux vous assurer, c'est que le risque de contentieux de la convention qui aura été signée par acte contresigné par avocat, après qu'elle le soit, sera bien aussi dissuasif que ça. L'avocat qui aura bâti une bonne convention aura des clients qui courront beaucoup moins de risques de contentieux ultérieurs que celui qui en aura fait de mauvaises. Et cela, c'est un effet dissuasif qui, à mon avis, est bien aussi fort que celui de la présence devant le juge. Sur les enfants, Madame Barthélémy, 2 minutes, je crois. Oui, sur les enfants, vous posiez le problème, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, de leur information par les parents. Mais c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'on ne change rien là-dessus. Actuellement, ce sont les parents qui informent et qui informent de la possibilité. C'est rarissime l'enfant qui va tout seul dans un point jeune et qui rencontre un avocat et qui va spontanément demander à être entendu. Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette procédure, pourquoi les avocats s'engagent là-dedans? C'est parce que notre façon de travailler a évolué. Depuis 10 ans, lorsque nous avons été entendus par la commission Guinchard, lorsque nous avons participé à la commission Guinchard, ce que nous disions, c'est que nous voulions mettre en avant la procédure collaborative et l'acte d'avocat, c'est-à-dire notre capacité, à travers des outils que sont les procédures collaboratives, participatives, la négociation raisonnée, à obtenir des accords et à les mettre en place à travers les actes d'avocat. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que quand nous sommes 2 avocats dans une négociation actuellement et à l'avenir sur un consentement mutuel, nous ne sommes pas là uniquement pour porter sans discernement la parole de notre client, mais nous sommes dans une stratégie de recherche d'accord. Béatrice Westgood disait la semaine dernière dans les entretiens sur le droit de la famille, nos clients ne cherchent pas un vainqueur, ils cherchent une solution. Et c'est ça que nous cherchons avec eux. Donc c'est cette façon de travailler qui a évolué et c'est sous notre responsabilité parce que ça, c'est le véhicule acte d'avocat que nous contresignons. Donc l'avocat, ce n'est pas un écrivain public, c'est un professionnel qui est là pour accompagner son client dans ce qui n'est pas un pour-contre, mais un changement de place. C'est la logique des places. Nous sommes dans cette place de famille unie et de couple uni, et nous allons aller vers une place de famille séparée et de couple séparés. Et comment on fait pour que chacun retrouve sa place de parent dans un respect mutuel, ça, à travers ce que nous sommes en train de mettre en œuvre. Donc ce travail est complètement différent de l'image qu'on peut véhiculer de pour, contre et on ne bouge pas. C'est complètement différent. Et c'est ça qui a changé et que cette procédure vient reconnaître. Merci, maître. Madame Bessières, s'il vous plaît. Je voulais réagir sur les coûts, le coût de l'avocat. Puisque aujourd'hui, comme je l'ai dit, dans 8 consentements mutuels sur 10, les justiciables ont un seul avocat. Ça veut dire que dans 2 cas sur 10, ils ont 2 avocats. Et avec l'équipe de recherche, on a beaucoup assisté, on a non seulement assisté à des audiences, mais on a aussi assisté au travail des avocats. Les procédures collaboratives, participatives sont extrêmement intéressantes. Le travail que font les avocats dans les cabinets dans ce type de procédure est très très riche, mais je dois dire qu'il est aussi extrêmement coûteux pour les justiciables. Donc contrairement à ce qui a dit, je pense que quand chaque avocat sera dans la négociation de ce nouveau consentement mutuel, le coût il sera peut-être
le double et peut-être même plus que le double, parce qu'il va y avoir ce travail entre avocats de négociation et de discussion. En tout cas, dans les 20% de cas actuels de consentement mutuel à 2 avocats, les coûts sont beaucoup plus élevés. Et ce sont d'ailleurs les couples les plus fortunés qui utilisent ce type de procédure aujourd'hui. Donc je pense que ça va renforcer cette inéquité. Alors, je suis désolé, mais parce que nous avons explosé l'horaire, comme on dit dans un langage familier. Alors, j'ai 2 demandes de prise de parole. Est-ce que je peux vous suggérer, parce que je serais moi-même extrêmement frustré de ne pas vous la redonner, madame, ni vous, monsieur, est-ce que je peux vraiment vous demander de ne pas prendre plus d'1 minute chacun? Madame la défenseure des enfants. Merci, je m'y engage, Monsieur le Président. Simplement, je voulais revenir sur l'audition aujourd'hui des enfants devant le juge pour rappeler que cette audition, cette possibilité est prévue dans le courrier qui est adressé aux parents et que donc il y a une information qui est rappelée aux parents sur les droits de l'enfant à être entendu, ce qui ne serait plus le cas dans l'hypothèse où l'amendement serait adopté. Et pour autant, nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes et effectivement, tout ne se passe pas aujourd'hui dans les meilleures conditions possibles pour l'audition de l'enfant, d'où notre rapport de 2013. Donc je pense qu'à fortiori, ou à contrario, s'il n'y avait aucune mention, aucune information des parents, aucun rappel aux parents par rapport à cette information sur l'audition possible de leurs enfants, eh bien je pense que la situation serait encore pire. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Madame. Monsieur De Maillard. Oui, je ne vous prendrai que 10 secondes, Monsieur le Président. Pour vous dire que du temps où l'on pratiquait les humanités, on apprenait aux lycéens que dans la tragédie classique, Racine voyait les hommes tels qu'ils étaient et Corneille tels qu'ils devraient être. Et je crains que les représentants du barreau aujourd'hui soient beaucoup plus cornéliens que raciniens. Écoutez, nous avons terminé avec cette partie de nos auditions. Un certain nombre d'entre vous vont rester pour la partie qui va maintenant s'ouvrir. Elle porte sur la suppression de la collégialité de l'instruction et les dispositions relatives à la justice des mineurs. Je donne la parole à l'Union syndicale des magistrats. Madame, vous les abordez toutes les 2. Voilà. En 2 minutes et demie chacune. Oui. Ah, c'est l'esprit de synthèse. Mais vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la règle à laquelle nous sommes assujettis nous-mêmes. Ah oui, nous avons plus l'habitude. Bien entendu, bien entendu. Mais vous n'êtes pas absolument obligé au stade de votre mise de jeu de rentrer dans tous les détails. Mes collègues se chargeront de vous demander de compléter ce qu'ils n'auront pas pu entendre à votre seule initiative. Voilà. Alors, donc je donne la parole à l'Union syndicale des magistrats. Je vous remercie, Monsieur le Président. S'agissant tout d'abord de la collégialité de l'instruction, il faut rappeler que la loi a été votée à l'unanimité, qu'elle avait pour souci non seulement d'améliorer la qualité de la justice en permettant de prendre une décision au sein d'une collégialité, mais également d'assurer une meilleure sécurité pour le justiciable. Et c'est un objectif qu'il ne faut pas perdre de vue. À l'USM, nous nous sommes montrés favorables non pas à une collégialité systématique telle qu'elle a été votée en 2007, mais à une collégialité bien plus adaptée en fonction des affaires, des cas, et la proposition de loi qui avait été formulée en 2013 allait dans le bon sens pour nous, d'une collégialité selon les actes et à la demande des parties, ou éventuellement décidée d'office par le juge, mais en tout cas pas systématique. Ce que nous relevons aujourd'hui, c'est un paradoxe, un réel et profond paradoxe de l'exécutif et peut-être, et nous espérons que ce ne sera pas le cas, du pouvoir législatif. Il est question aujourd'hui de renoncer à la collégialité de l'instruction. Or, 2 projets de loi évoqués récemment dans vos enceintes ont remis en question l'intervention du juge d'instruction dans des dossiers dans lesquels il est saisi pour certains types de contentieux. Je parle notamment du projet de loi sur la protection du secret des sources des journalistes, où il était question, où il est d'ailleurs toujours question, puisque ce projet de loi est toujours en discussion, de supprimer
le pouvoir de décision du juge et de le transférer au juge des libertés de la détention. Pour nous, c'est une incompréhension et une totale incohérence. Nous nous sommes opposés à ce type de décision. Autre texte qui a été discuté et qui est maintenant voté sans qu'il ait été retenu cette intervention du JLD, c'est la mise sur écoute de certaines professions, de certaines personnes chargées de certains mandats. Je parle de la mise sur écoute des avocats, des magistrats et des parlementaires. Il avait été question dans le projet de loi initial de confier la décision de placer sur écoute au juge des libertés et de la détention et donc d'en déposséder le juge d'instruction. Nous trouvons donc qu'il est complètement paradoxal d'envisager de renoncer à la collégialité, qui serait sans doute la mesure la plus protectrice si des inquiétudes devaient être manifestées sur le travail du juge d'instruction, dont pourtant, et là encore paradoxe, le statut est aujourd'hui plus protecteur que ne l'est celui du juge des libertés de la détention. Pour autant, sur le système actuel, puisque abandon de la collégialité voudrait dire maintien du système actuel, nous sommes critiques sur le fonctionnement actuel qui pose des difficultés pratiques qui n'ont pas été réglées, qui ne relèvent peut-être pas forcément de l'intervention des législateurs, mais qui sont celles du fonctionnement au niveau de, j'allais dire, de la première phase, lorsqu'on est en phase d'enquête et que c'est la décision du parquet, puisque 2 parquets sont compétents de manière concurrente et qu'il y a autant de pratiques qu'il y a de ressorts de juridiction aujourd'hui en France. Donc ce n'est pas bon pour la sécurité juridique. Il y a également des questions lorsque l'instruction est ouverte. Vous pouvez avoir une reconstitution d'un crime et lorsqu'il est médiatisé, vous imaginez à quel point l'ampleur aura lieu sur un ressort qui n'est pas celui où a lieu, enfin qui est celui où a eu lieu le crime. Je vous donne un exemple très concret. Imaginons un crime commis en Ardèche. Le pôle de l'instruction compétent, c'est celui d'Avignon. Le juge d'instruction d'Avignon se déplace en Ardèche. Ni le parquet ni le juge d'instruction de l'Ardèche ne sont prévenus de quoi que ce soit. Donc ça aussi, c'est des difficultés pratiques qui existent. Au niveau du règlement du dossier, ce sont également des difficultés. Et nous souhaitons, nous, qu'il y ait un maintien de la collégialité et davantage une réflexion sur la localisation des pôles de l'instruction et réfléchir peut-être à développer ces pôles de l'instruction, puisque les infrapôles seraient appelés, si la collégialité entre en vigueur, à disparaître. Sur la question des tribunaux correctionnels pour les mineurs, nous avons soutenu la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs de longue date. Nous étions déjà opposés à leur création, nous n'en avons jamais vu l'utilité. Ils partent d'un postulat, d'un double postulat. Le premier, c'est que les mineurs auraient besoin de solennité. Je vous assure que la solennité d'un tribunal pour enfants est aussi forte que l'est celle d'une juridiction d'un tribunal correctionnel pour mineurs. Vous avez 3 magistrats qui décident. Devant le TPE, c'est un magistrat professionnel et 2 assesseurs du tribunal pour enfants. Et la solennité est tout aussi forte. Il y a le ministère public qui est présent. Cela prend la forme d'une audience, des débats qui viennent poser donc cette solennité. La deuxième chose, c'est le sous-entendu de laxisme dont ont été taxés les tribunaux pour enfants contre lequel nous nous élevons. Et nous nous élevons à raison, puisque les quelques chiffres qui ont été notés sur le fonctionnement du tribunal correctionnel pour mineurs ne démontrent pas que les peines aient été plus sévères. Elles sont globalement de même nature et dans les proportions, puisque par exemple on peut noter un taux de peine d'emprisonnement qui est prononcé à hauteur de 60%, ce qui pour la catégorie des mineurs concernés était identique auparavant lorsque le contentieux était traité par les tribunaux pour enfants. Et nous mettons en avant des difficultés pratiques. Les tribunaux correctionnels pour mineurs sont chronophages. Il faut prévoir un audiencement spécifique, une formation spécifique. Ils sont également risque d'erreur parce qu'il faut une connaissance pointue de la procédure applicable aux mineurs. Et enfin, ils ajoutent de la complexité en cas de pluralité d'auteurs, puisque déjà, lorsque vous avez des majeurs et des mineurs, il faut passer devant le tribunal correctionnel et devant le tribunal pour enfants, et vous rajoutez un tribunal correctionnel pour mineurs, avec des risques de contradiction dans les décisions. Et si je vous en parle, c'est que cela s'est déjà vu. Voilà pour quelques observations et je reste à votre disposition. Merci Madame. En tout cas, la manière dont vous avez présenté vos propos démontre que le débat que la Commission des lois a organisé cet après-midi était des plus nécessaires et qu'il n'aurait pas été admissible qu'il n'ait pas lieu. Madame, pour le syndicat de la magistrature ?
Oui, sur la question de la suppression de la collégialité et de l'instruction, je voudrais rappeler que la décision de mettre en œuvre la collégialité de l'instruction est un choix politique issu des débats qui ont suivi l'affaire Doutreau. À ce moment-là, la représentation nationale avait tiré les conséquences d'une situation absolument dramatique, avait considéré que des garanties devaient être posées pour les affaires judiciaires les plus graves et devait avoir des garanties d'une justice de qualité, et avait considéré à juste titre à ce moment-là que l'essence de la décision de justice, c'est le délibéré, c'est la collégialité. Alors, par principe, le syndicat de la magistrature est favorable au maintien de la collégialité de l'instruction, favorable de toute façon à la revitalisation du juge d'instruction comme institution, par tous les moyens qui peuvent être pris pour cela, la collégialité évidemment. Ensuite, ce choix-là et cette collégialité, évidemment, elle pose des questions de moyens, et c'est un choix fort qui avait été posé et qui ne devrait pas se dissoudre dans l'insuffisance de moyens. Je voudrais concentrer mon intervention sur la façon dont la collégialité de l'instruction pourrait être maintenue, mais dans une mesure moindre, pas en totalité, pour pouvoir maintenir cette mesure-là dans certains cas et dans certains cadres, de façon à ne pas exploser ce que ça demande en termes de moyens matériels, mais de pouvoir maintenir ça dans différentes situations qui tiennent à deux choses. D'une part, les actes et les types d'affaires qui affectent le plus fortement la garantie des droits et des libertés, et d'autre part les actes qui concernent plus spécifiquement l'appréciation des charges et la manifestation de la vérité. Donc le caractère obligatoire de la collégialité devrait être retenu, quel que soit le crime ou le délit visé, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention est envisagée pour le placement en détention provisoire. Donc dès lors qu'il y a de la prison à la clé, collégialité. Déjà première chose. Et puis, à raison des infractions objet de la procédure d'information judiciaire, pour les crimes, pour les délits qui entrent dans le champ des articles 706-73 à 706-74 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire les infractions qui ouvrent la possibilité de recourir à des techniques spéciales d'enquête ou qui aggravent les techniques générales d'enquête, concernant également les délits visant les personnes spécialement protégées à raison de leur activité, les parlementaires, les journalistes, les avocats, les magistrats. Voilà. Et au sein de la collégialité, sur les actes relevant de la collégialité, des actes pouvant être délégués à un seul, il faudrait avoir une réflexion, et on vous remettra un écrit pour pouvoir aller plus vite. Dans le même sens, les actes les plus attentatoires au droit et les actes les plus attentatoires au droit, en particulier en matière d'enquête. Voilà, et je vais m'en tenir là. Quelques mots, bonjour, quelques mots sur la justice des mineurs. Alors, au vu des quelques minutes qui me sont imparties, il nous paraissait intéressant pour le syndicat de la magistrature d'attirer votre attention sur quelques points de la justice des mineurs, au-delà de la réforme d'ampleur, évidemment, qu'on aurait souhaité, et on regrette donc un saupoudrage par voie d'amendement sur ces questions-là. On est favorable, comme l'Union syndicale des magistrats, à la suppression du tribunal correctionnel pour mineurs qu'on avait demandé dès le début. On s'était opposé à son instauration. Pas tant parce qu'elle n'est pas efficace ou qu'elle prend du temps de magistrat, mais bien parce que c'est une entaille majeure à la spécialisation de la justice des mineurs, et que le postulat qui irrigue toute la justice des mineurs depuis 1945 et même avant jusqu'à aujourd'hui, c'est que le mineur est bien toujours un être en construction susceptible d'évolution, qui mesure 2 mètres ou qui chose du 42, n'a rien à voir avec l'affaire, et que pour les affaires les moins graves comme les plus graves, c'est toujours de cet être en construction susceptible d'évolution dont on parle. C'est pour ça qu'on est pour la suppression des TCM. On souhaite attirer votre attention sur les dispositions transitoires qui sont prévues pour la disparition du tribunal correctionnel pour mineurs, qui prévoit un renvoi systématique des dossiers qui étaient renvoyés devant le TCM vers le tribunal pour enfants.
Ça amène un régime plus sévère que ce qui est prévu actuellement, puisque le renvoi devant le TCM était prévu pour les peines encourues 3 ans égales ou supérieures à 3 ans, alors que pour le renvoi automatique devant le tribunal pour enfants, il s'agit d'une peine de 7 ans qui doivent être encourues. Donc là, c'est un régime plus sévère et qui posera des problèmes d'application aussi pour les majeurs, puisque il faut impérativement pour nous renvoyer le dossier, que ce soit au juge des enfants ou au juge d'instruction qui aurait fait la décision de renvoi. On souhaitait appuyer la position de l'interdiction de l'emprisonnement à perpétuité pour les mineurs. Et on attire là aussi votre attention sur le 2e alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance de 45 qui prévoit de pouvoir déroger à l'excuse de minorité, que ce soit une peine d'emprisonnement limitée ou perpétuité. Si il n'y a pas de modification de cet alinéa 2, le fait de proposer que la perpétuité soit interdite pour les mineurs n'aura pas d'effet, ne sera pas effectif. Donc on voulait attirer votre attention sur cette question-là. On soutient la question de l'avocat en garde à vue systématique pour tous les mineurs, et on souhaiterait aussi que vous penchiez sur la question du médecin qui puisse être obligatoire, de l'intervention du médecin qui puisse être obligatoire pour les 16-18 ans, puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui paraît quand même assez étonnant dans notre justice des mineurs. Dernier point, sur le cumul des mesures éducatives et des peines devant le tribunal pour enfants. C'est une situation, une possibilité qui existe déjà, prévue par l'ordonnance de 45, qui constituait déjà une régression. On attire votre attention sur le fait que ce cumul possible, en apparence, peut amener l'idée qu'on mettrait un petit peu plus d'éducatif et qu'on faciliterait la tâche des tribunaux pour enfants, ça simplifierait les choses. En réalité, ça va avoir pour effet mécanique de tirer la réponse pénale vers le champ de la peine, puisqu'on pourra prononcer une peine plus une mesure éducative, et donc la question de la mesure éducative seule ne se posera plus. Voilà, il y a un ensemble de développements, on vous remettra un écrit sur ces questions-là. Merci, mesdames. Nous allons passer maintenant au syndicat FO. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, les deux questions sur lesquelles vous nous avez invités à donner notre opinion ont un point commun. C'est que lorsque l'on veut s'affranchir du principe de réalité, celui-ci a tendance à vous revenir très violemment, pardonnez-moi la vulgarité de l'expression, mais à la figure. Pourquoi ? Parce que on est incapable dans notre pays, semble-t-il, de réfléchir à des réformes de façon, je dirais, sage, tranquille, sereine et en visant le long terme. Ce qui fait que l'incapacité de mener des réformes amène à vouloir apposer des rustines sur des systèmes qui ne fonctionnent plus, à les ravauder jusqu'à leur usure complète. Et on le voit aussi bien à propos de la justice des mineurs qu'à propos de la justice pénale des majeurs. En ce qui concerne la justice des mineurs, on a voulu introduire un conflit de logique. Comme il vient d'être rappelé, l'ordonnance de 1945 et la philosophie de la justice des mineurs est celle de l'éducation. Et on a voulu, dans la justice des mineurs, introduire une autre logique de force, sans tenir compte des conséquences qu'elle pouvait avoir. Les conséquences, eh bien, elles sont très claires, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut sonner l'au-delà de cette réforme, en tirer les conclusions et se dire que, quel que soit ce qu'on peut penser sur la justice des mineurs, de toute façon, les tribunaux correctionnels pour mineurs n'ont pas fonctionné parce qu'ils ne pouvaient pas fonctionner. Ça, c'est le premier point sur la justice des mineurs. En ce qui concerne l'instruction, le problème est à la fois le même mais aussi différent. C'est-à-dire que le juge d'instruction dans notre pays est depuis une trentaine d'années devenu à la fois la bête noire et le bouc émissaire que l'on accuse de tous les maux de la société. De ce fait, on a eu de cesse au travers d'une multitude de réformes que de vouloir le réduire à une inexistence dans le domaine pénal, et on y est quasiment arrivé. Aujourd'hui, il n'y a plus pratiquement de saisine des juges d'instruction et comme nous l'avons dit, chef aux magistrats, on peut dire que le juge d'instruction aujourd'hui est en coma dépassé, mais que
le résultat, enfin plus exactement les causes de cette situation sont à la fois l'incapacité de penser une vraie réforme de la procédure pénale en fonction aujourd'hui de ce qu'est devenu la délinquance et la criminalité, et la volonté affirmée, affichée, de vouloir supprimer le juge d'instruction. On n'a pas osé aller jusqu'au bout d'une suppression frontale qui aurait eu au moins le mérite de la clarté. Et aujourd'hui, on assiste à une mort lente d'un juge d'instruction qui est placé sous sédatif massif et qui n'est plus capable de produire quoi que ce soit d'utile dans la procédure pénale. Le problème, c'est que on a introduit un système de procédure complètement schizophrène, dans lequel vous avez d'un côté un juge d'instruction qui n'est plus, je dirais que c'est le paradoxe, à la fois il est le malade et à la fois il n'est plus que le prescripteur d'ordonnance, c'est-à-dire qu'en réalité, un juge d'instruction aujourd'hui doit principalement veiller aux délais dans lesquels sont enfermés tous les actes qu'il est contraint de faire. Son rôle se limite le plus souvent à envoyer des lettres recommandées en espérant que les délais ne seront pas dépassés, à attendre des délais qu'on lui impose et à attendre qu'il y ait des recours contre ces décisions ou ces non-décisions, puisque même quand le juge d'instruction ne veut pas prendre une décision, sa non-décision est encore susceptible de recours. Donc on est arrivé à une juridiction, puisque l'instruction est une juridiction qui ne fonctionne plus, mais qui octroie aux justiciables le maximum de garanties. Ça, c'est certain. Mais en face, on a développé, pour permettre quand même le fonctionnement de la justice pénale, et c'est le côté schizophrène justement de notre système aujourd'hui, des pouvoirs en faveur du parquet, qui sont des pouvoirs qui, eux, ne sont contrôlés quasiment par rien ni par personne. C'est-à-dire qu'on a mis un contrôle formel qui est celui du juge des libertés et de la détention, qui est un juge qui, en réalité, n'a aucun positionnement dans l'architecture judiciaire et qui n'a acquis une légitimité, il est vrai, il faut le dire, que dans le domaine du contrôle de la détention provisoire, où là, il a affirmé sa place et c'est tant mieux. Mais en ce qui concerne tout ce qui concerne le fonctionnement de la criminalité organisée, du terrorisme, où là, on a mis le JLD comme surveillant chef du juge d'instruction, en réalité, c'est un magistrat qui n'est doté que d'un pouvoir d'enregistrement des décisions qui lui sont demandées de prendre, et ce n'est pas la réforme qui est prévue du JLD, de la nomination du JLD, qui changera véritablement quelque chose. Donc, on a d'un côté un système qui prévoit une multitude de garanties et qui ne s'applique plus, et de l'autre côté un système qui n'en offre aucune et qui lui tourne à plein. Donc c'est cela qui nous paraît, nous, la problématique principale, et bien entendu l'abandon de la collégialité de l'instruction n'est, si je puis dire, que le monument aux morts que l'on dresse aujourd'hui sur la tombe du juge d'instruction, que l'on a enterré alors même qu'il n'est encore que dans le coma dépassé. Merci beaucoup. Et maintenant, la parole est au président de l'association, de la conférence des juges d'instruction. L'Association française des magistrats instructeurs. Et, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est vrai que le juge d'instruction est menacé, mais il bouge encore. Il bouge encore et... Alors, c'est vrai, c'est paradoxal parce que le projet de loi de justice du XXIe siècle, donc c'est la justice moderne du XXIe siècle, il commence par un retour en arrière. Plus de collégialité. Même plus la collégialité partielle et sur option qui était pas mal dans le texte. Certains actes, on en viendra. Nous, on va développer des idées pratiques, des observations de terrain. Nous sommes, nous, des magistrats instructeurs. Ma collègue Isabelle Riche-Flamand pourra vous parler de Paris, du pôle de droit commun et de l'antiterror. Moi, je suis à la GIRS de Lille, et à la GIRS de Lille, on est 13 juges d'instruction, et je ne pense pas qu'on n'a pas de travail, et en tout cas, de ce que disent les justiciables, je n'ai pas l'impression qu'on facilite leur vie. Et j'ai plutôt l'impression qu'au contraire, on arrive à dénouer un certain nombre de dossiers. Alors,
on rentre, nous, dans la justice du XXIe siècle avec une disposition qui supprime la collégialité. Par surprise, on ne va pas y revenir, mais on a été très surpris. Parce que finalement, franchement, mais on s'est exprimé dans la presse, ça faisait un peu tour de passe-passe. Débat, Assemblée nationale, bon, collégialité partielle, ça va être compliqué. Puis la collégialité totale, la loi du 5 mars 2007 qu'on proroge tout le temps, on supprime tout. Au bas. Il y a quelqu'un qui est contre? Non, non, bon, on supprime. Donc résultat des courses, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, moi, je ne sais pas ce que le Sénat peut encore faire à ce stade, si juridiquement, il peut au moins réintroduire, parce que l'amendement qui supprime les chapitres 1 et chapitre 2 de la révisée de la loi du 5 mars 2007, je ne sais pas techniquement ce qu'il est encore possible de faire. Mais au moins, l'idée, ce serait qu'on maintienne cette idée de la collégialité pour qu'on puisse, nous, parce que la loi, elle a été prorogée jusqu'au 1er janvier 2007, pour qu'on puisse mettre en place une collégialité partielle, pratique, sur option de certains, pas systématique. On va rentrer sur savoir ce que c'est que la collégialité, puisqu'on nous a dit, mais pourquoi la collégialité? Vous avez la cosaisine. À la cosaisine. C'est quoi la cosaisine? Il y a la même différence, je vais être un peu excessif, mais je voudrais être un peu pratique et parlant, mais entre la cosaisine et la collégialité qu'entre des balles à blanc et des balles réelles, ou qu'entre Nietzsche et Hegel. La cosaisine, vous êtes cosaisi avec un tel. Et puis finalement, le un tel, il fait tout le dossier. Ou c'est le premier cosaisi qui fait tout le dossier. Et puis résultat des courses, vous avez dans la presse, tiens, telle personne mise en examen par une personne, mais les autres n'étaient pas d'accord, mais comment ça se danse? Et dans le code de procédure pénale, je crois qu'il n'y a pas grand-chose, je parle sous le contrôle de mes collègues, mais je crois qu'il n'y a qu'une disposition qui dit, tiens, en matière de cosaisine, si tous les juges d'instruction ne signent pas l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, celle-ci est susceptible de faire l'objet d'un appel. Parce qu'en général, on ne peut pas faire appel les ordonnances de renvoi. Donc, sauf dans ce cas-là particulier, on peut faire appel. Donc, mais il n'y a rien sur l'organisation de la cosaisine, sur la façon de traiter l'action en commun des juges d'instruction. Et le but de la collégialité, c'était d'organiser de façon pratique et pragmatique la décision commune de plusieurs juges d'instruction sur les actes les plus importants. Et de dire, si les juges d'instruction n'ont pas pu se mettre d'accord, établir une règle de collégialité, comme on le fait quand on délibère en collégialité, parce qu'à la fin, la collégialité, c'est quand même un principe essentiel de notre droit, et les décisions les plus importantes sont les décisions prises collégialement. Cette nuit, l'Assemblée nationale a voté une disposition qui crée, sauf erreur, et là je parle sous votre contrôle, la convention judiciaire d'intérêt public, qui permet la transaction pénale en matière de corruption, sur certains faits de corruption internationale, avec une idée, c'est qu'à la limite, c'est jamais jugé, il n'y a jamais de sanction, autant faire en sorte qu'il y ait peut-être une sanction financière et un programme de conformité, et que la société française qui aura été sanctionnée puisse quand même aller prétendre répondre aux appels d'offres, par exemple aux États-Unis, parce qu'elle n'aura pas été condamnée. Et la CRPC, c'est une condamnation, donc ça l'empêchait. L'objet de cet article, c'est de permettre aussi la transaction pénale dans le cadre d'une information judiciaire. C'est bien d'avoir 3 juges quand on a un dossier important qui concernerait une très grande entreprise française et de se dire, tiens, est-ce que oui ou non on met en place cette transaction pénale? C'est des dossiers d'un enjeu particulier. Je reviens, le juge d'instruction aujourd'hui, c'est quoi les juges d'instruction? C'est les GIRS d'abord. Les GIRS dans toutes les grandes régions de France. Les GIRS avec leur capacité de traitement de la criminalité organisée. Nous, à Lille, on a un certain nombre de dossiers, mais d'ampleur en matière de criminalité organisée, en matière de délinquance financière très complexe. Eh bien, dans tous ces dossiers, c'est intéressant d'être à plusieurs. Les regards croisés sont utiles. Mais essayons de créer un système qui nous permette de travailler ensemble avec, sur certains points les plus importants, en limitant les conditions, en encadrant les conditions pour que ça ne soit pas une usine à gaz. Si je comprends bien, et sans vous trahir, vous êtes globalement favorable à ce qu'un principe de collégialité subsiste pour permettre la collégialité de l'instruction quand elle est pertinente, nécessaire, utile. En revanche, ce sont des réserves générales, pour ne pas dire une opposition générale que les professionnels que vous êtes expriment quant au tribunal correctionnel pour mineurs.
Voilà, vous avez pu suivre ces tables rondes consacrées à la réforme du divorce sans juge et à la justice des mineurs. Vous pouvez revoir, bien sûr, ce programme sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne suite de programmes sur notre antenne.